Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Faire un bébé, vous le savez, si vous écoutez Bliss depuis un moment ou si vous êtes vous-même passé par là, ça n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Les parcours sont parfois sinueux et plus longs que prévu. Sandy l'a découvert à son corps défendant car pour elle, faire un bébé, ça a pris 10 ans. 10 ans. 10 ans de sa vie à enchaîner les inséminations, les transferts d'embryons, les déceptions, les coups durs, les échecs, mais sans jamais perdre l'espoir d'avoir un jour un bébé. Alors qu'est-ce qui a fait que ça a fini par marcher au bout de toutes ces années, de toutes ces tentatives ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour ça fonctionne ? Est-ce que c'est cette voyante qu'elle a été voir sans conviction et qui lui a prédit un bébé à venir ? Est-ce que c'est cette consultante Rebirth qui lui a fait revivre sa propre gestation et détricoter les nœuds de son histoire et de son enfance ? Est-ce que ce sont tous ces enfants dont elle est la marraine ou même son petit-neveu dont elle s'est occupée à la naissance ? Est-ce que c'est cet agrément pour une adoption qu'elle a reçu avec son mari et qui semblait dire « vous êtes capable d'être parent » ? Ou bien est-ce que c'est tout simplement le temps, les années qui passent, le hasard d'une insémination qui fonctionne sans qu'on sache trop pourquoi, d'un embryon qui s'accroche plus fort que les autres ? Quoi qu'il en soit, au bout de ces 10 années, ça a marché. L'embryon s'est accroché, la grossesse a démarré et Sandy est enfin devenue maman d'un puis de 2 enfants auprès de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et qui n'a cessé de l'aimer malgré l'énorme épreuve qu'un si long parcours de PMA représente pour un couple. Dans cet épisode qui vous fera probablement frissonner, rire et pleurer, Sandy revient d'abord sur son enfance, elle qui a été la fille illégitime d'un homme, elle qui a grandi dans un secret tellement lourd qu'il a pu interférer dans ses propres essais pour devenir mère. Et puis, elle raconte ce parcours de PMA mené en parallèle d'une carrière ultra prenante. Et surtout, elle prouve avec son témoignage que quand le désir d'enfant est plus fort que tout, il ne faut jamais rien lâcher, qu'une surprise peut arriver même à la toute fin du parcours et que la vie sait se nicher au creux d'un ventre, même quand on n'a plus aucune raison d'y croire. Bonjour Sandy. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse. Moi, je suis très émue. On va comprendre pourquoi. Je pense que tu vas raconter comment on s'est rencontrés. Je vais pas spoiler parce que je veux garder la surprise et me faire à nouveau cueillir par cette rencontre et cette annonce. J'en ai déjà trop dit. Alors, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Sandy Nielez. J'ai 44 ans. Ma famille est composée de Jérémy, mon mari, avec qui je suis mariée depuis 15 ans. Non, pardon. 10 ans. Il va me tuer. On est ensemble depuis 15 ans. Ah, voilà. Bon. On est mariés depuis 10 ans. J'ai 2 enfants. Zélie, qui a 4 ans et demi, et Abel, qui vient d'avoir 10 mois. Et dans la vie, je suis à la tête digitale, on va dire, d'une division dans un grand groupe de beauté. Ok. Donc, tu as rencontré Jérémy il y a 15 ans. Exactement. On va pas se tromper sur la date. Dans quel contexte ? Attends, il y a 15 ans, tu avais donc 30 ans. Enfin, ouais, 29 ans. La trentaine, me fait pas plus fraîche vieille. et dynamique, voilà, et conquérante. Exactement. En fait, Jérémy, je l'ai toujours connu. On vient de la même ville. Ok. Laquelle ? Provins. 77. Ouais. On était dans la même école primaire. Ah ouais. Mais on s'est jamais côtoyés. On n'a pas fait le même collège ni le même lycée, donc on s'est perdu de vue pendant toutes ces années. Et moi, au lycée, j'ai eu une histoire qui a duré quand même 12 ans. Ah ouais. Donc en seconde, tu vois, mon premier amour. Ouais, qui a duré 12 ans. Qui a duré jusqu'à mes 27 ans, du coup. Oh, incroyable. Et alors, avec ce premier amour, est-ce qu'il y a eu des envies de construire ? Vous vous êtes installés ensemble ? Vous avez habité ensemble ? On s'est installés ensemble, on a habité ensemble, on a acheté ensemble, etc. Okay. Et puis, très peu de temps après avoir emménagé dans l'appartement dans lequel on avait acheté,
Et ben, drame, voilà. Je découvre qu'en fait, je suis pas toute seule dans sa vie, en gros. Et l'histoire se termine comme ça. Et moi, se termine brutalement. Ouais, brutalement. Pour moi, c'est un choc terrible parce que je me suis construite avec lui. Et en fait, cette séparation, bon, déjà, elle a été brutale parce que c'est une histoire pas très cool qu'il y a derrière et que ça me renvoie à ma mère. Il y a l'histoire de ma mère et je me dis, je veux pas de ça. Parce qu'il lui est arrivé la même chose ? Ouais, ma mère a été la maîtresse de mon père pendant 38 ans. Il a eu une double vie. Mais elle avait le rôle de la maîtresse. Ouais. Tout en ayant donc des enfants avec son amant. Et nous, des enfants illégitimes, du coup. Ce qui a une importance dans la suite de cette histoire. Ouais. Je me remets doucement de cette information. Ouais. C'est dingue. Ouais. Donc, alors attends, on va faire du coup un petit rewind parce que je t'ai demandé quand est-ce que tu avais rencontré ton mari. Mais en fait, c'est plutôt comment tu t'es construit familialement. Tu es la fille unique de tes deux parents ? Non, j'ai un petit frère. On est deux, du même papa et de la même maman. Et ton père, tu le voyais tous les mardis soirs. Voilà, pour moi, c'était ça. J'ai vécu quasiment uniquement avec ma mère et c'est elle qui nous a élevés en maman solo, qui travaillait beaucoup pour nous élever, mais elle nous a jamais caché qui était notre père. Et ça ne vous étonnait pas plus que ça de ne pas plus le voir ? Si, on savait. Et puis, il y avait un truc bizarre. Tu vois, nous, on nous a toujours dit, vous dites pas qui est votre père. Parce qu'en fait, petite ville de province, tout le monde se connaît. Et c'était quelqu'un d'assez connu. Mmh. Et donc, un notable de la ville, comme on dit. Exactement. Ouais. Nous, on était les pauvres, tu vois. On vivait en cité HLM. On dormait dans la même chambre. Et après, on a eu chacun notre chambre. Et ma mère dormait sur le canapé. Et lui avait une grande baraque avec ses enfants, lycée privé, collège privé. Mais cette immense baraque, tu n'y allais jamais ? Ah non, je l'ai découverte il y a en 2018, je pense, quand sa femme est décédée. D'accord. Donc, cette figure paternelle était vraiment là de manière très sporadique dans Jamais, oui. Tu vois, il était jamais là pour nos anniversaires, pour nos Noëls, pour les moments importants. En fait, il était avec sa famille, sa vraie famille. Donc, nous, on a toujours été qu'avec notre mère et notre famille élargie, puisque j'ai eu la chance de vivre dans le même immeuble que ma marraine, qui a, elle, eu 3 enfants et qui sont mes cousins, mais avec de qui cœur. on est frères et sœurs. Elle dit toujours, j'ai eu 5 enfants, tu vois. Et ma marraine, c'est l'amour de ma vie. D'accord. Après mes enfants et mon mari, bien sûr. Et alors, attends, pour que je comprenne, donc quand on habite une petite ville comme Provins, les risques de croiser ton père dans la rue avec sa femme et ses autres enfants, il avait combien d'autres enfants ? 2. 2 ? Du même âge que mon frère et moi. En plus. Non, mais le gars s'est mis dans un bourbier. Il s'en est bien sorti, parce que c'est toujours un secret. Non, je te crois pas. Dis-toi que oui. Ça t'est jamais arrivé de le croiser ? Ça m'est arrivé une fois de le croiser. Je faisais mon footing et il était avec sa femme. Et tu savais à ce moment-là qu'il avait cette double vie ? Ah, moi, j'ai toujours su. Ah, toi, t'as toujours su ? J'ai toujours su, moi. Et tu vois, quand on était petit, quand on était vraiment, quand on avait 1 an et demi, du coup, j'ai donc un demi-frère qui a le même âge que moi, j'ai des photos avec lui. J'ai des photos de moi petite, parce qu'en fait, je pense que mon père, il amenait cet enfant chez sa maîtresse. Chez sa maîtresse. Pour te voir. Pour me voir, pour nous voir. Et du coup, j'ai des photos avec mon demi-frère. Et ça s'est arrêté, je pense, quand on a commencé à parler. Quand lui a commencé à parler. Eh ben oui. Parce que les risques de divulguer étaient trop importants. Mais moi, j'ai toujours su. Mais donc, petite fille, justement, en primaire, collège, quand on te demandait qui était ton papa, tu taisais j'ai pas le droit de le dire. Ah d'accord, c'était ça ta réponse. C'était ça ma réponse. Je disais, j'ai pas le droit de le dire. Et sur les fiches, tu sais, de l'école, quand tu dois après t'écris et tout, je tirais un grand trait. Et tu posais des questions à ta mère ? Non, pas trop. D'accord, donc ta mère vous disait... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est notre vie, c'est comme ça. Il a une autre vie, il a 2 autres enfants. Ça a été dur à l'adolescence, imagine. J'ai fait un rejet total de mon père, parce que là, j'ai réalisé. Bien sûr. J'ai réalisé l'écart de niveau de vie qu'on avait. J'ai réalisé à quel point ma mère s'était mise dans le rouge et à quel point elle avait une vie difficile. Et à quel point ma maman était alcoolique. Et vraiment, je sais
que c'est à cause de ça. Bien sûr. Tu vois, c'est normal. T'attends un homme toute ta vie. C'est hyper dur. Donc, quelle vie, mon Dieu. À 16 ans, ouais, je crois que vraiment, j'ai explosé, en fait. J'ai été une cocotte minute et j'ai explosé. Et je ne l'ai pas vu ou en tout cas, je ne lui ai pas parlé pendant 2-3 ans jusqu'à temps que j'arrive en fac, je crois. Et tu avais donc identifié ton demi-frère et ta demi-sœur, j'imagine? Alors, on n'était pas dans le même... donc, deux demi-frères. Ah oui, 2 frères, pardon. Et en fait, je ne les ai pas identifiés parce qu'en fait, on n'était pas dans le même collège et pas dans le même lycée. Mais par contre, j'ai croisé mon demi-frère le jour du bac parce que je passais le bac, pour le coup, dans le même lycée que lui. Alors, on n'a pas le même nom de famille, mais en fait, je l'ai vu et je l'ai reconnu tout de suite parce que, c'est la copie conforme de mon petit frère. Et du coup, de mon père, tu vois. Juste avant la philo. Donc, je t'avoue que le sujet de philo a été très intéressant. C'est hallucinant, cette histoire. Et je l'ai reconnu Comment tout de il a suite. pu tenir ça pendant 38 ans? Et attends, et la femme n'était pas au courant qu'il avait une maîtresse? Je pense qu'elle le savait. Je pense qu'elle le savait parce qu'en plus, elle se connaissait d'une ancienne vie. Il y a quand même des hommes qui n'ont peur de rien. Enfin, franchement. Ou qui n'ont aucun courage. Enfin, tu vois, Oui. Enfin, quand je dis qu'ils n'ont peur de rien, c'est ironique parce que, franchement. Aussi longtemps, tu te dis. Aussi longtemps, pouvoir se regarder dans une glace et se dire. Tout va bien. Bah tiens, allez, je me brosse les dents, j'ai une bonne tête ce matin, un petit peu d'aftershave, et puis je vais aller. Non mais, enfin. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà confronté, ton papa? Tu lui as demandé des explications? Oui, j'ai demandé des explications. Je l'ai confronté, en fait, il y a pas... C'était avant d'avoir mon fils. Je me suis fait accompagner, en fait, entre ma fille et mon fils, par Josepha Raffard. Ah oui? Qui m'a fait un bien fou. Et qui m'a, en gros, fait comprendre que je devais faire de la place dans mon corps si je voulais accueillir ce deuxième enfant. Et je me rendais compte que, en fait, j'y avais pas de place. Tu vois, il y avait les problèmes avec ma mère, le truc avec mon père qui, quand même, est latent. Et du coup, je lui ai dit déjà ces 4 vérités, ce que moi, je pensais de lui, de pourquoi ça s'était passé comme ça, du fait aussi que, ils étaient en train de vieillir. Et je lui ai dit, mais c'est quoi la suite? Va falloir qu'on se justifie si on veut venir à ton enterrement. Si tes enfants sont pas au courant, on fait comment? Enfin... En fait, moi, je m'en fous de l'héritage. C'est pas une question de ça, c'est juste une question d'être reconnu en tant qu'enfant. Bien sûr. Ça a été un problème et un blocage pour ma fille. Mais je m'en étais pas du tout rendu compte. Ok. Donc, cette première histoire d'amour se termine avec fracas. Ouais. Et alors, à quel moment Jérémy arrive dans ta vie? Jérémy arrive dans ma vie. En fait, il est dans mon groupe de potes. Il est donc avec mon ancien copain avec qui je suis restée longtemps. On a un groupe d'amis et il fait partie de ce groupe d'amis. Ok. Et on continue à se voir, etc. C'est les vieux potes de Provins, quoi. Exactement, c'est les vieux potes de Provins. Et ces potes-là, justement, ils sont en train de construire leur vie de famille, j'imagine, d'adultes. J'ai des potes qui commencent à avoir des enfants. Mes 2 meilleurs amis commencent à avoir des enfants, etc. Moi, ça commence à être un sujet, parce que je me suis toujours vue avec des enfants. Et je me dis, mais je vais bientôt avoir 30 ans. Je me dis, waouh, c'est tard. Dans ma tête, de Provinoise, c'était déjà tard. C'était tard. Ouais. Et Jérémy, en fait, donc il a toujours été là. Et on sort ensemble à une soirée. Et puis on reste ensemble, je sais pas, quelques semaines. Et en fait, je le sens pas. C'est pas le moment. Et lui me dit, il m'écrit, je crois, à l'époque, un mail. Et Jérémy, il faut savoir que c'est quelqu'un de très discret. Il se livre pas facilement, etc. Et là, je pense qu'il lâche tout ce qu'il a à lâcher. Et il me dit, moi, je t'attendrai le temps qu'il faut que je t'attende. Mais je sais que, en gros, c'est toi. Cet email, je pense qu'il reste quand même dans un coin de ma tête. Il te fait quoi? Il te flatte? Il te gêne? Il me flatte parce que je sais que c'est un mec qui est à l'époque ultra convoité. Ah ouais? Parce qu'il est très beau, il est gentil, il a des super valeurs. Il est un peu trop fêtard à mon goût, il l'est toujours, mais il a des super belles valeurs de famille. Et il est célibataire? À ce moment-là, il est célibataire. Ok. Et il se passe presque 1 an sans vraiment qu'on se voit. Et au bout d'1 an, on a des potes qui se marient. Et donc, on va au mariage. J'arrive au mariage et il est en couple avec une nana qui est là. Moi, je suis toute seule au mariage. Et je ne sais pas t'expliquer. Mais ce jour-là, je me suis dit, en fait, ma vie, c'est avec lui que je vais la faire. Et on s'est parlé toute la soirée. Enfin, beaucoup de regards. On sentait qu'il y avait quelque chose, tu vois. Avec sa copine à côté? Il la quitte le lendemain. Ah ouais? Ouais. Et on se met ensemble en août 2010.
Et tu sais que c'est lui, quoi. En fait, ce jour-là, j'ai plus aucun doute. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un avec qui je peux et veux faire des enfants, c'est lui. Vous en parlez rapidement de ce sujet ? Hyper rapidement, parce que tu vois, on a 30 ans, Bah ouais. on sait ce qu'on veut. Et donc, 1 an après, on se dit, let's go, on essaye. Ok. Toi, t'es comment avec tes cycles, avec ton corps, avec ta vie gynécologique ? Moi, je suis petite horloge. Mes règles sont arrivent tout le temps à l'heure. Le bonjour. Donc moi, si tu veux, à ce moment-là, j'ai aucun doute que ça va marcher. Et donc, j'arrête la pilule à ce moment-là. D'accord. Et là, évidemment, vous étiez loin de vous imaginer que le parcours allait durer. Oui, que votre premier bébé allait mettre 10 ans à arriver. Ouais. Alors, c'est compliqué de résumer 10 ans en un épisode de podcast et je m'en excuse par avance pour toi parce que je sais qu'il y a dans ta tête 1 milliard de détails, de rendez-vous, de jours d'attente, d'achats de médicaments, de piqûres de tout ça. Ouais. Il va falloir qu'on fasse l'exercice ensemble de synthétiser ces 10 années pour essayer de délivrer ce que c'est qu'un parcours de PMA sur 10 ans. Donc, le parcours commence en 2011. Vous avez donc 30 ans. Ouais. Donc, vous commencez classiquement, j'ai envie de dire. Classiquement. Et en fait, au bout de 6-7 mois, ma gynéco, quand même, elle me dit écoutez, on va faire les examens, en fait, pour voir si tout va bien ou pas. Et je vais vous orienter vers un médecin de la fertilité. Parce qu'en fait, elle me dit vous avez tellement des cycles parfaits qu'il y a peut-être un truc. Bon. Donc, on est pris en charge quand même au final assez rapidement et on commence au final tous les examens, etc. Et il n'y a rien. Tout va bien. Tout va bien. On est au vert, etc. Donc, on va quand même voir ce spécialiste. Et cette phrase résonnera toujours dans ma tête, me dit, vous, les doigts dans le nez, demain matin, vous êtes enceinte. Ok. Tu avais le profil... Il me dit, vous n'êtes pas en préménopause, vous avez des cycles, votre AMH est bonne, les trompes ne sont pas bouchées, le spermogramme de monsieur, il est ok. Enfin, vous ne fumez pas, on boit le week-end, tu vois, mais bon... Il n'y a rien sur le papier qui peut expliquer une infertilité. D'accord. Et il n'y a en tout cas pas de stérilité. Ça, c'est important. Donc, vous repartez de là, j'imagine, ultra rassuré. Ouais, et puis on se dit, on a peut-être besoin juste d'un petit coup de pouce, tu vois, mais en fait, ça va marcher. Donc, on est assez optimiste quand même. Et on commence par le plus léger des protocoles, donc les inséminations. Ok. Les inséminations, ça va vite durer 1 an et demi, 2 ans, parce qu'à chaque fois, il faut attendre des cycles, et puis ton médecin, il part en vacances, et puis toi, tu pars en vacances, et puis en fait, tu loupes des choses. Mais globalement, on va faire 4 inséminations. Quel est le nombre remboursé ? 6 inséminations. Ouais. Okay. C'est 6 inséminations et 4 fécondations in vitro. C'est ça. Jusqu'à l'âge révolu de 43 ans. Ok. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait les 4 inséminations et il ne se passe rien. Rien, nada, zéro accroche et tout. Là, on commence à avoir déjà un petit... Tu vois, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on est dans le truc. Et là, moi, je commence un peu à accuser le coup et à me dire, en fait, ça ne sera pas si simple. Autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres couples de potes qui rencontrent des difficultés ? Absolument pas. Aucun ? Non, aucun. Mes copines tombent enceintes hyper facilement. Donc, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que, pour le coup, à cette époque-là, moi, je me sens hyper seule. Instagram commence, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de compte à ce moment-là sur la PMA. Les gens n'en parlent pas aussi ouvertement. Dans mon boulot, les gens n'en parlent pas. Même si je pense qu'il y a plein de femmes qui y passent, en fait, c'est un sujet qui est encore méga tabou. Tu as l'impression un peu de pénétrer dans le lit conjugal, tu vois, quand tu parles de ça. Pourtant, tu es dans une entreprise où il y a essentiellement des femmes. Ouais. Et en fait, ça reste un sujet hyper tabou. Donc, tu en parles pas du tout à tes collègues, par exemple ? À ce moment-là, j'en parle pas. Ok. Et tu en parles à tes copines ? Ouais, j'en parle un peu légèrement, tu vois, parce qu'on se dit insémination, ça va être ok. Donc j'en parle, j'en ai toujours parlé. La famille, on commence à en parler parce qu'en fait, on commence à avoir des questions. Et vous, c'est pour quand ? Nanana, la classique. Bien et sûr. là, on dit, nous, on galère un peu, donc en fait, on va se faire aider. Et on sent assez vite qu'en fait, ça les rend tristes. Donc, on va vite arrêter d'en parler. Et on va leur dire, en gros, tant qu'on ne vous en parle pas, il ne faut pas nous en parler.
Ce qui, au final, était la bonne décision, je pense, parce que sinon, on aurait continué à avoir des questions tout le temps. Oui. Et moi, à ce moment-là, je pense dès que tu me poses la question, je m'effondre. Ah ouais. Je suis dans un état où je n'arrive pas à en parler. C'est le drame de ma vie de me dire que j'aurais peut-être pas d'enfant. Tu l'envisages à ce moment-là ? Non, pas du tout. Non. Ah non, jamais. Enfin, si, je l'ai envisagé plus tard, mais... À ce moment-là, non. Pas à ce moment-là. Ouais. Oui, en plus, vous avez pas été au bout, là, à ce moment-là. Il y a eu les 4 inséminations, mais il y a encore des cartouches à tester. Exactement. Tu es au courant de la suite des protocoles ? Ton gynéco vous a expliqué les différents steps ? Je suis au courant. Ouais. Mais le jour où il m'explique ce qu'est une FIV et ce que nécessite une FIV, je suis dans son bureau et là, je m'effondre. Et je me dis comment je vais réussir à faire ça en parallèle d'avoir un boulot qui me prenait beaucoup de temps, etc. Et vraiment, je vois la montagne devant moi et je me dis, je ne vais pas y arriver. Bon, après, de toute façon, t'oublies pas ton objectif. Donc, on y arrive. Mais là, je choisis pour le coup d'en parler à mes employeurs, à mon manager. Je lui dis, écoute, je vais passer par un protocole qui nécessite beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous que je ne choisis pas, qui nécessite de se piquer, qui va peut-être avoir, je ne sais pas, une incidence sur ma fatigue, sur mon irritabilité, parce que tu vois, à ce moment-là, tu ne sais pas les hormones, bien sûr. Quel impact ça va avoir sur toi. Et je lui dis, je vais peut-être devoir, pour la ponction, en fait, tu le sais 2 jours avant, donc c'est inconfortable au possible pour un manager. Mais je lui dis, aujourd'hui, c'est ça ma priorité. C'est un homme, ce manager ? Comment il prend cette conversation ? Il est ému quand je lui dis. Ouais. Il est ému quand je lui dis, il m'a dit bien sûr. Fais-le et on sait ce que tu vaux, donc ne t'inquiète pas, on est là et on te soutient et tu prends le temps dont tu as besoin. Donc pourquoi ça t'émeut de repenser à cette discussion ? Parce que, tu vois, il y a 2 jours, j'ai animé une table ronde sur la PMA avec mon boulot et je l'ai encore remercié parce qu'en fait, les managers sont trop importants dans ce parcours. Si les femmes veulent continuer à travailler. Et moi, le boulot, c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie quand même, qu'on se le dise, qui m'a fait me sentir pas inutile. Parce que quand tu n'arrives pas à faire un enfant, enfin moi en tout cas, c'était ça, j'avais l'impression d'être nulle. Tu as une estime de toi qui plonge. Et tu te dis, mais j'arrive pas à faire un truc que des milliers de femmes font chaque jour, certaines même sans le vouloir. Et heureusement que j'ai eu ce boulot, parce que en fait, je me suis dit, bon, je peux peut-être donner autre chose ailleurs, à mon équipe, etc. Donc, je pense que je suis devenue un manager différent. Ouais. Ça a eu vraiment de l'impact sur la façon dont je manageais mes équipes. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'était quoi ce supplément d'âme, ce supplément d'humanité ? Déjà, je pense de l'empathie, beaucoup de prendre du recul. Ouais. En fait, donc relativiser. Mes équipes me disaient toujours, t'as l'air jamais stressée. Donc, je pense que j'avais ce recul de me dire, rien n'est grave, en fait. Moi, les mecs, je vais peut-être pas avoir d'enfants. Donc, en fait, il y a rien qui est grave. Le seul drame de ma vie, c'était ça. Donc, en fait, le reste, ça roulait, quoi. Donc là, vous dites que vous passez à la phase FIV. Ouais. Ok. Et je commence à ce moment-là à écrire beaucoup. Parce que je me dis, moi, c'est ma façon de me libérer, j'ai besoin d'écrire beaucoup. Donc, je lâche tout, je fais des feuilles et des feuilles et des feuilles de sentiments, de ressentiments, de sentiments d'injustice qui te traversent parce que tu te dis, mais on a tout pour rendre un enfant heureux et en fait, il vient pas. Et tout le monde, et les gens nous le disent aussi. Et ça, c'est dur à entendre. Les gens te disent, c'est quand même super injuste, vous seriez des super parents. Bah oui, mais me le dites pas. Tu vois, moi, ça, je le sais en plus. Voilà. Quel genre de phrase totalement déplacée tu as entendu pendant ces 10 ans ? La pire, je pense, c'est « Vous avez pensé à l'adoption ?» Ah ouais. Parce qu'en fait, déjà, tu as envie de leur dire, l'adoption, c'est pas un supermarché dans lequel tu vas chercher un gamin, en fait. Nous, on l'a fait, le parcours d'adoption. C'est un autre parcours. Et ça prend encore 5, 6 ans, 7 ans. Et en fait, tu n'as jamais de garantie que tu auras un bébé à la fin, en fait. C'est très complexe. Et en France, c'est compliqué. Et à l'étranger, ça devient compliqué. Et c'est pas qu'une question de moyens. Donc, ça, c'était dur. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais aussi, c'était porter mon bébé. Je voulais tomber enceinte. Je voulais sentir ce ventre s'arrondir. Ça, pour moi, c'était... Je voulais pas forcément un bébé à tout prix. Je voulais mon bébé, en fait, que j'avais moi porté. Donc ça, cette phrase, elle m'a tuée à chaque fois parce que t'as envie de dire aux gens, mais renseignez-vous avant de parler. Et tu arrivais à leur répondre, justement ?
Ouais, je pense qu'à un moment, je commençais à réussir à répondre. Ouais. Et puis, ceux qui commençaient à me poser des questions en me disant « Et alors, vous, c'est pour quand ?» Je disais « Mais moi, j'en veux pas. » Ah ouais. Ah ben alors là, tu te rends compte que ça calmait tout le monde. Carrément, tu partais sur Il y a des autre gens, chose. les gens à qui j'avais pas envie de divulguer là où j'en étais. Oui. En fait, ça a calmé. Ils disaient « Oui, de toute façon, on a toujours su qu'elle était carriériste. » Enfin, c'est assez drôle. Marrant. Tu racontais un autre scénar. Comme ça, on me foutait la paix. Ouais, bah oui. Tu vois, et après, ils pensaient ce qu'ils voulaient de moi. Je m'en fichais un peu. Mais au moins, on me reposait pas la question. Tu vois, alors, t'en es où ? Ou alors, on me regardait avec des larmes comme ça ou des yeux hyper tristes. Donc voilà. Donc, ça t'a coupé de certaines amitiés ? Tu as perdu des potes ou des connaissances ou même des amis sur le chemin ? Je pense que j'ai perdu des amis, mais probablement pas à cause de ça. C'est parce que tu fais le tri, en fait, quand tu grandis. Par contre, j'ai gardé mes amis les plus proches. On s'est vraiment resserrés. Je suis devenue la marraine de leurs enfants. Donc, j'ai beaucoup de filleules. C'est vrai ? Ouais. Parce que je pense je sais pas si elles voulaient me donner au final quelque chose. Oui, c'était leur façon à elles de donner un petit bout de quelque chose de cet enfant qu'elles avaient dans leur vie et de t'inclure. Ouais. Et ça, justement, d'être nommée, en tout cas, qu'on te fasse la proposition d'être marraine à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça te faisait, toi ? Alors, j'ai une relation tellement fusionnelle avec ma marraine que c'est un rôle que j'ai toujours pris à cœur. Oui, c'est pas rien pour toi, c'est pas rien pour moi. Une marraine, c'est hyper important. Et globalement, j'ai une super relation avec quasiment tous mes filleuls. Et ça va de 30 ans, pour la plus grande, à le plus petit. Il a quel âge ? Bon, maintenant, ils ont 10 ans, tu vois. Mais, il y en a combien en tout ? 6. Donc, c'est beau. Ouais, c'est très belle smala de filleuls. Voilà, tu vois. Marraine nombreuse. Vraiment. Quelle place ils avaient dans ta vie, ces filleuls ? C'était hyper important. Notamment Joséphine, ma filleule qui a 14 ans, avec qui j'ai une relation particulièrement importante. Elle était bébé à ce moment-là ? Elle était bébé, parce qu'elle était au début de mon parcours, en fait. Et assez rapidement, en fait, entre nous deux, il s'est passé un truc. Et qui est toujours là. Et je sais que je suis importante à ses yeux et elle est très importante aux miens. Et je me rappelle d'un jour où on les avait pris un week-end avec ses petits frères, enfin un petit frère, petite sœur. Et puis il me pose la question, il dit « Mais toi, tu veux pas d'enfant ?» Alors je dis « Moi, si, mais vous savez, c'est compliqué. Tu peux demander à papa, maman, ils savent comment faire. » Alors nous aussi, on sait comment faire. Ils vont te dire comment faire. C'est trop mignon. Et puis en fait, si tu veux un tuto. Ouais, tu peux les prendre en vidéo. Non, merci. Et en fait, ils me disent « Mais t'as pas besoin d'enfant, tu nous as nous. » Et ça m'a... je pense que j'ai pleuré, ça m'a émue, tu vois. Et donc après, je leur ai expliqué, au final, assez rapidement, que moi, j'avais des embryons qui étaient au congélateur, enfin congelés, et que voilà, il fallait qu'on soit aidé par la médecine, etc. Et alors, quand ils sont sortis du bain, ils sont allés voir dans mon congélateur, ils m'ont dit « Mais ils sont où tes embryons ?» Non, ils sont pas à côté des glaces, je vous rassure, ils sont à l'hôpital. C'est trop chou. D'enfants. Oui, donc eux, tu les as mis dans la confidence. Ouais, assez tôt. Assez tôt. Et ils ont toujours su qu'il y avait une autre façon de faire des enfants. Ok. Donc à ce moment-là, toi, effectivement, t'en étais aux embryons congelés. J'en étais aux embryons congelés. T'avais donc fait une première ponction. Qui avait été satisfaisante. Je réagis hyper bien au traitement. Ouais. À chaque fois, j'ai une vingtaine d'ovocytes. Donc, tu vois, pas mal. Ouais. Très belle production. Très belle production. Mes ovocytes sont qualité, ok. C'est pas non plus la folie. Donc, à chaque fois, sur 20 ovocytes, j'ai 5 embryons qui prennent. Et qui arrivent à maturation. Qui arrivent à J3, J5. Donc, ouais, pas mal. En sachant donc que J5, c'est le max, c'est les fameux... J6, le max. J6, ok. Donc, c'est les fameux blastocystes. Blastocystes, exactement. Qui sont le top vraiment du top. Les king and queens de l'embryon. Exactement. Donc, globalement, j'ai des embryons et puis, on commence les transferts. Et puis, un transfert, 2 transferts, 3 transferts. Puis en fait, tu arrives au bout de ta FIV, il ne s'est rien passé. Alors, on t'en a transféré combien de cette première ponction ? On m'a transféré, alors pas les 5 en même temps, en 5 fois.
Donc, c'est pour ça que c'est important de redire, mais une FIV peut correspondre à plusieurs transferts. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une FIV, un transfert. Donc, une FIV peut être 5, 6, 7 chances de tomber enceinte en fonction du nombre d'embryons qu'on a. Moi, en l'occurrence, j'avais 5 chances avec cette première FIV. Et j'en ai eu 25 au total. 25 transferts avant d'avoir ma fille. Waouh. Donc, tu as commencé par ces 5 transferts qui, forcément, nécessitent de l'espacement entre chaque... parce que quand il y en a un qui échoue, tu attends qu'un cycle revienne ou tu enchaînes directement en général, tu attends un cycle. Voilà, mais tu attends un cycle. Mais... On sait que c'est une science quand même un peu inexacte, les cycles, même si tu es réglé comme une horloge. Les centres qui ferment au mois d'août, les choses, tu vois, qui sont en fait hors de ta portée. Et donc, ça peut vite prendre beaucoup de temps, en fait. Sur ces 5 transferts, il n'y a eu aucun début de grossesse. Rien. Il ne s'est rien passé. J'ai eu mes règles à l'heure où je devais les avoir. Pour te dire, voilà. Ah oui, donc tu as continué à être vraiment réglée comme une horloge. Voilà. Il faut savoir que, évidemment, quand il y a transfert, après, il faut attendre 12 jours. Ouais. Qui sont... Entre 12 et 15 jours. Entre 12 et 15 jours. L'âge de ton embryon. Ouais, c'est ça. Comment tu gérais cette période des 12-15 jours? C'est les pires jours. Parce que... Enfin, c'est les pires jours jusqu'à ce que tu aies une prise de sang positive. Mais en fait, c'est les pires jours parce qu'en fait, tu as tous les symptômes. Parce que tu prends de la progestérone, etc. Et en l'occurrence, moi, ça me faisait gonfler les seins. Ça me donnait un peu la nausée. Donc, tu as plein de symptômes. Tu es un peu ballonné. Donc, tu sens des trucs et tout. Et en fait, c'est hyper trompeur. Donc, ça donne des faux espoirs. Moi, j'ai toujours trouvé que ces 15 jours étaient terribles. Mais j'ai toujours résisté à pas faire de test avant la prise de sang. Après, tu vas me dire, les 3/4 du temps, mes règles arrivaient avant la prise de sang. Donc, j'avais même pas besoin de faire de tests ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu n'as jamais eu de faux espoirs. Non, j'ai jamais eu de... Voilà. Pendant cette période, tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup écrit et notamment tu as publié un petit journal de bord qui s'appelle Le fond de ma culotte ou le fond de la culotte. Le fond de la culotte, qui est une expression qui peut paraître peu ragoûtante à prime abord, mais qui, je trouve, est tellement précise et juste pour nous les femmes, et notamment pendant ces périodes d'attente où chaque passage aux toilettes, c'est ta culotte que tu spots. C'est ça, chaque passage aux toilettes est un suspense. Ouais. T'as peur en fait. Au moment d'enlever ta culotte, t'as peur. Tu regardes toujours le fond de ta culotte. C'est ça. Est-ce qu'il y a un spotting? Est-ce qu'il y a des saignements? Est-ce que mes pertes, elles sont comme ci? Elles sont comme ça? Est-ce qu'il n'y a rien? Quand il n'y a rien, c'est un soulagement presque, tu vois, mais... C'est vraiment ce geste. Oui, ce geste. Qui est... ce rapport à ce bout de tissu. Mais oui, c'est évidemment que toutes les femmes comprennent, et surtout celles qui sont passées par là. Exactement. Parce qu'une petite tache peut tout changer, en fait. Ça peut être le drame de ta vie, quoi. Donc, 5 transferts qui échouent. Et là, donc, il y a la possibilité de repartir pour une FIV, puisqu'il y en a 4 remboursés par la Sécurité sociale en France. Exactement. Jusqu'à 43 ans révolus. Donc là, vous étiez totalement dans les temps. Là, on est cool. On se dit, bon, c'est la première FIV, vas-y, c'est pas grave, on refait. Donc, on refait une deuxième FIV. Et pareil. Donc, 5 transferts. D'embryons matures, bien... Exactement. On va pas jusqu'à J5, mais je crois que j'ai pas mal de J3. Ouais, ce qui est déjà très bien. Et là, vraiment, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a toujours pas de raison au fait que ça ne marche pas. Le médecin commence à être un peu genre, je sais pas. Et là, ça fait bien déjà 4 ans, 5 ans qu'on est dans le process. Donc là, vous avez 35 ans. Ouais. Votre vie en dehors de la FIV, c'est quoi? Est-ce que vous vous mariez? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous arrivez à être toujours autant connectés, tous les deux? Alors, on a la première FIV nous met pas mal à l'épreuve parce qu'en fait, on se rend compte que on réagit pas de la même façon à l'échec. Moi, je le vis hyper mal. Jérémy, plus introverti, va moins montrer ses émotions et moi, je vais le prendre un peu pour il s'en fout. Et donc, on a un clash au premier transfert. En gros, l'échec du premier transfert. Et on se parle et on se dit les choses et on dit c'est OK. En fait, on réagira pas de la même façon. C'est la femme qui porte quand même le protocole en intégralité. Donc, je pense pour lui, c'est dur de me voir me piquer, aller au rendez-vous hyper tôt le matin, faire toute cette démarche, en fait, un peu seul au final. Et il a un métier où, en plus, il ne peut pas se libérer comme ça facilement.
Donc, c'est vrai que je vais au rendez-vous toute seule, etc. Il est là pour les transferts. Mais l'échec, tu le vis seul dans tes toilettes, en gros, quand tu te mets à saigner, quoi. Donc, c'est dur à chaque fois. Mais on continue à voyager. On décide en parallèle de lancer l'adoption. Et on sait qu'il faut se marier à l'époque. Ce qui n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis récemment. Mais donc, on se marie. Je me rappelle très bien que le maire fait son speech. Et donc, tu sais, il y a tout un speech sur la famille. Oui. Alors là, je m'effondre. Et à tel point qu'il m'a demandé si je voulais arrêter. Je voulais m'arrêter un moment. Et non, mais je suis en larmes, en fait. Et ce mariage, ça représente beaucoup de choses pour moi parce que j'ai jamais connu ma mère mariée. Et oui. Donc, c'est d'autant plus important. Ok. Vous mettez en pause entre la 2 et la 3. Ouais. Et c'est là que vous lancez la demande d'adoption. La demande d'adoption. Ok. Qui n'est pas simple non plus. Elle vient comment, cette décision de commencer ce protocole d'adoption ? C'est pas rien dans un couple de se dire, bon, on en est déjà à notre 2e FIV, 10 transferts. Comment le sujet arrive entre vous deux ? Tu sais, je suis vraiment quelqu'un, je me dis, les choses n'arrivent jamais par hasard. Donc je me dis, si nous, on n'a pas d'enfant, c'est qu'on doit rendre un autre enfant heureux. Ok. Voilà. Je crois que j'essaye de me convaincre de ça, sans être 100% sûre que ce soit la bonne chose à faire. Et c'est aussi pour ça que notre parcours d'adoption, entre le moment où on fait le premier rendez-vous et l'agrément, il a duré aussi ultra longtemps, parce qu'on a fait des pauses, etc. etc. Parce que je pense qu'il y a des moments où moi, j'étais moins sûre. Et puis ça prend... c'est une épreuve, hein. Tu as des rendez-vous avec des assistantes sociales qui vont vraiment creuser dans ta vie. Mais au final, là où ça nous a fait du bien, l'adoption, c'est que moi, ça m'a permis d'en savoir plus sur Jérémy. Ah ouais. Bizarrement. Parce qu'ils allaient tellement chercher la petite bête, les petits trucs et tout, que en fait, j'ai beaucoup appris sur lui. Et tu assistais à ces entretiens. Ouais. Oui. Et donc finalement, t'es obligé de parler de toi, de parler de ta conception de la famille. Des choses que tu n'aimerais pas reproduire, de choses comme ça. Et j'en découvre plein, en fait. Mais là, je me dis vraiment, c'est sûr que c'est avec lui que je veux faire des enfants. Oui, ça te conforte. Tu vois, ça me conforte. Mais ce parcours d'adoption, il est en parallèle et effectivement, il est pas si... Enfin, il est dur. C'est comment psychologiquement pour vous ? Est-ce que... Alors, j'ai compris que vous le viviez différemment. Est-ce que toi, tu te fais accompagner, par exemple, psychologiquement ? Non, parce que j'ai au début la psychologue de l'hôpital dans lequel je fais des rendez-vous. Mais en fait, je ressors, je suis encore plus déprimée. Ah ouais. Donc je me dis, ça me fait pas de bien du tout. Et pourtant, elle était super, hein. Mais vraiment, moi, ça me fait pas du bien. Donc moi, juste, je continue à écrire. C'est ma façon de c'est ça qui te fait du bien. C'est ça qui me fait du bien. Je commence à faire aussi un peu d'acupuncture. Ok. Et d'ostéopathie. Je me dis, il faut que j'essaye d'autres trucs plutôt que la médecine traditionnelle. Il me reste que 2 FIV, donc allons-y, quoi. Et donc, on se lance dans la FIV numéro 3. Ouais. Et là, pareil. Donc, 5 transferts, il se passe rien. À chaque fois 5 ? À chaque fois 5, des très beaux embryons, mais il se passe rien. Est-ce que à chaque fois, t'y crois ? Je sais pas. Je crois pas. À la fin, je crois plus. Je crois que, tu vois, ma FIV numéro 3... Je sais pas si j'y croyais. Tu sais, j'essayais de me protéger quelque part. Parce que quand tu crois tellement fort, l'échec, il est encore plus dur à encaisser. Donc, je crois que j'étais en train de me dire, bah non, faut pas y croire trop. Avant, on disait à nos amis, avant, on disait, on va faire un transfert, etc. Là, moi, je commence à plus trop en parler. Parce que c'est dur à chaque fois d'expliquer aux gens qu'en fait, ça n'a pas marché. Bien sûr. Après la FIV numéro 3, moi, mon corps commence à être fatigué. Vraiment fatigué. Ça se manifeste comment ? Je suis épuisée. J'ai vraiment le matin, à me lever, je suis épuisée. Je peux pas sortir de mon lit, je suis mal en fait. Je suis hyper mal. Et là, on découvre que j'ai du coup une hyperthyroïdie avec les examens. Il faut savoir que quand tu as une hyperthyroïdie, tomber enceinte peut être plus difficile. Ok. Et là, je suis en colère parce que je me dis, mais pourquoi on m'a pas testé ce truc avant ? Parce que probablement que j'ai ça depuis longtemps et qu'en fait, si ça empêche de tomber enceinte, ça se trouve, j'ai fait mes 3 FIV pour rien. Qui détecte ça ? Mon médecin. Il y a un moment, il me dit, bon, on va faire des examens plus poussés. Il m'avait testé la thyroïde au tout début du parcours, mais tu vois, c'était déjà il y a 6 ans. Et en fait, tout allait bien ? Et tout allait bien. Mais en 6 ans, tu déclares une hyperthyroïdie qui te provoque quoi comme symptôme ? J'ai grossi. Ok. Donc, j'ai pris 7 kilos, alors que normalement, je suis quelqu'un de
hyper stable. Ouais. Et je l'explique pas, mais en fait, je l'explique. Je me dis, c'est les traitements hormonaux. Qui peuvent aussi, tu vois. provoquer une prise de poids. Donc, en fait, je l'explique par ça. Ma fatigue, je l'explique aussi par ça. Fatigue extrême. Et là, en fait, il fait le test et effectivement, je suis au plafond, quoi. Donc, je suis très en colère. Et ils vont mettre du temps à trouver le dosage, mais au final, ils vont le trouver. Je vais reperdre du poids, tu vas stabiliser mon truc. Et donc, on repart sur une 4e FIV. Donc, et d'où elle vient, cette hyperthyroïdie? En ce qui me concerne, alors en ce qui me concerne, c'est une maladie auto-immune qui s'appelle la thyroïdite de Hashimoto, qui aurait dû être, et c'est d'autant plus pourquoi je suis en colère, ça aurait dû être détecté avant, parce que j'ai déjà un vitiligo, partout, un peu sur mon corps, etc. D'accord. Et en fait, le vitiligo est aussi une maladie auto-immune. Et en gros, c'est un terrain qui, normalement, met un peu la puce à l'oreille des médecins. Ah, d'accord. Et là, il me dit, j'aurais dû vous tester avant. Ah, donc il fait un peu son mea culpa. Ouais. D'accord. Enfin, bon, toujours est-il que t'en es là, c'est-à-dire à 37, 38, t'as quel âge là? J'ai 36 ans, 37 ans à peu près. Ouais. Et tu démarres une 4e FIV. Voilà. Ok. Mais au moins là, il y a une petite différence par rapport aux précédentes. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. C'est ça, là, l'espoir doit revenir. Je me dis, il y avait une explication rationnelle au truc. Quoi. Absolument. Bon, et je fais cette 4e FIV et il se passe rien. Toujours rien. Toujours rien. Rebelote, 5 transferts? Ouais, à peu près, à 4 ou 5 transferts. Et il se passe rien. Là, t'arrives au bout, en fait. T'arrives au bout de ce que la sécurité sociale prend en charge, t'arrives au bout de ce qu'on te dit, du parcours en fait. T'as fait 4 inséminations, t'as fait 4 FIV, il s'est rien passé, donc bon. Et mon médecin de l'époque, qui me suit du coup depuis quand même 6-7 ans, me dit, moi je change de clinique, et dans la clinique dans laquelle je vais, votre dossier ne passe pas pour une 5e FIV. Si vous voulez faire une 5e FIV, vous ne serez pas accepté dans cette clinique. Donc la 5e FIV payée par toi, par tes soins. Oui, c'est ça. En sachant que ça coûte combien une FIV? Entre 5 et 6 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est un budget. C'est un budget, mais si tu as l'argent, potentiellement tu peux. Et il y a une limite après, jusqu'à 43 ans? Toujours tes 43 ans, et il faut quand même que ton dossier soit accepté. Et ça dépend de quoi, l'acceptation d'un dossier? Ça dépend des médecins, de ce qu'ils pensent de ton parcours, de ce qu'ils disent de toi, etc. De comment tu réagis au traitement, etc. Et donc là, ton médecin te dit, je vous préviens, dans la nouvelle clinique, ça passera pas. Ça passera pas. Sympa. Moi, à ce moment-là, je sais pas de toute façon si on veut faire une 5e FIV. Parce que, tu vois, je vais avoir 38 ans, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai mon boss de l'époque qui me dit que lui, il a mis aussi beaucoup de temps et qu'il s'est fait suivre en Belgique, dans une clinique à Gand. Et je dis à mon mari, à Jérémy, je dis, écoute, viens, on y va. On va voir son docteur. Okay. Parce que, en fait, on n'a rien à perdre, en fait. Comment ça se passait au boulot? Tu parles de ton manager là qui te fait cette confidence, qui te donne ce conseil. C'était un sujet que vous abordiez régulièrement? En fait, à ce moment-là, j'ai changé d'entreprise. J'en parle avec mes managers très vite en leur disant... parce qu'ils me font évoluer dans l'entreprise. Et en fait, j'adore. Mais je leur dis aussi que j'ai un autre projet dans la vie. Et ils me disent, il n'y a pas de problème. À chaque fois, tu tombes sur des managers hyper compréhensifs. Extraordinaire. Toujours des hommes. Et en plus, toujours des hommes. Et en l'occurrence, ce manager-là, il est passé par là. Ouais. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça parce que franchement, c'est quand même pas la majorité des profils de managers, encore moins des hommes. Et ça permet de déconstruire un peu toute et la crainte la diabolisation. Exactement. Il y a des entreprises, des grosses entreprises et des petites aussi évidemment. Il y a de l'humanité, de l'empathie, de la bienveillance et de l'aménagement d'emploi du temps. Pour ce genre de parcours, quoi. Exactement. D'accord. Donc, ce manager te dit, moi, j'ai été à Gand et ça a fonctionné. Ouais, et j'étais voir tel médecin, une femme, et ça a fonctionné. Donc, on prend rendez-vous avec cette femme médecin. Et en fait, elle regarde notre dossier. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, vous n'avez pas été au bout. Faites cette 5e FIV. Je sens que ça peut marcher. Et on ressort du rendez-vous. Mais attends, pourquoi elle te dit que ça peut marcher avec elle?
Elle a un truc à modifier. Elle dit, on a découvert votre hyperthyroïdie trop tard. Elle me dit, il n'y a pas de problème, en fait, d'infertilité expliquée. Elle commence à me dire, en gros, il y a peut-être d'autres choses qu'il faut que vous essayiez, peut-être des thérapies alternatives, des choses alternatives, en plus de la médecine traditionnelle. Et elle me dit, moi, je pense que ça peut marcher. Ok, donc vous ressortez de ce rendez-vous en vous disant là, quoi ? En 2018, j'ai 38 ans et on se dit, let's go. Elle nous dit, repartez en France et tout. En gros, faites-la, mais en France. Ouais. Ok. Et donc, notre médecin qui nous avait suivis pendant 7 ans, en gros, nous adresse à un confrère. Et là, ce médecin-là, c'est mon magicien à moi. C'est un médecin très... il est pudique. Il n'a pas ce truc de « ouais, ça va marcher », etc. Non, il est pudique. Et là, on lui présente notre dossier et il me dit « on va tout reprendre de zéro. On va tout refaire de zéro. Tous les examens, tous les trucs et tout. C'est la dernière FIV. Donc, en gros, on se met toutes les chances de notre côté. » Et ça me rassure beaucoup. Je me dis, lui, il va peut-être voir un truc que les autres n'ont pas vu. Et il me fait faire une hystéroscopie. Ok. C'est une caméra dans l'utérus ? C'est une caméra, effectivement, pour voir comment est ton utérus, etc. Donc, il me fait cet examen que j'ai jamais fait. Ok. Étonnant. Oui, étonnant. Et là, on découvre que mon utérus, ironiquement, a une forme de cœur. Ce qu'on appelle un utérus bicorne. Ouais. Ça, on dit... Non, en 8 ans. 8 ans, personne n'a cherché à le savoir. Mais quand on te faisait des échos, parce que tu as eu 1500 échos, ça ne se voit pas lors d'une échographie classique. Non. Il faut y aller en interne avec une caméra. Avec une caméra, etc. Okay. Avec une sonde. Oui, l'utérus bicorne qui est en forme de cœur avec cette forme si particulière. Exactement. Tu as un côté qui doit être droit, qui au final a un petit repli, une petite corne de cœur et qui limite du coup la surface d'implantation d'un embryon et qui peut expliquer, mais qui n'empêche pas, il y a plein de femmes avec des utérus bicornes qui tombent enceintes sans problème. Dans mon cas, il me dit, on va quand même couper la pointe du cœur, on va vous opérer parce que je veux maximiser pour la prochaine FIV, la surface d'implantation. Que cet embryon ait l'espace nécessaire pour s'exprimer. Exactement. Pour habiter le nid, quoi. Exactement. La nidation, il faut de la place pour le nid. Donc en 2000... Mais toi, tu dois halluciner d'avoir ces infos-là. Moi, je suis en colère parce que... je suis en colère déjà parce que, en fait, la sécurité sociale ne veut pas prendre en charge ma 5e FIV, malgré les arguments avancés de hyperthyroïdie détectée trop tard, de utérus bicorne, etc. Donc, je dois payer. Parce que ça peut arriver que finalement, la Sécu... te prenne en charge ta 5e FIV. Ah ouais. En fonction de ton dossier, etc. D'accord. Bon, là, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave, mais je suis en colère parce que ça fait 8 ans qu'on est dessus, tu vois. Donc, je fais ma ponction de cette 5e FIV qui donne une très belle récolte. Ouais, toujours. Avec, donc, ta réserve ovarienne ne baisse pas. Ne baisse pas. Malgré les années qui passent. Exactement. Ouais. Avec la 2J6. Waouh. 3J5 et 1J3. Donc là, j'ai 6 embryons. T'as jamais eu ça? Non, et j'ai pas eu de J6 encore. Ouais. Donc là, ils ont poussé. Ah ouais, là, c'est un banger. Là, c'est un GOAT, comme dirait mon fils. Tu vois, c'est un GOAT. Ouais. Greatest of all time. Exactly. Pour ceux qui ne l'ont pas. Mais là, j'ai ça. Il vient de m'opérer. Donc là, on est en 2018, etc. Il faut quand même laisser passer du temps. Pour que ça cicatrise ? Que l'utérus cicatrise. Et on commence à refaire, je pense, un transfert l'année d'après, du coup. Parce que là, on est quasiment en fin d'année 2018. Et donc, en 2019, on fait premier transfert qui ne fonctionne pas. Aïe, aïe, là, ça a dû donc être là, dur. tu comptes. Hein, il t'en reste 5 et tu te dis, bon, ça y est, là, c'est la fin. C'est le J6 qu'on t'implante en premier ? Non, le J3. Ok. C'est comment avec Jérémy, là, dans cette dernière ligne droite ? Est-ce que vous êtes toujours connectés ? Ouais. Est-ce que vous arrivez toujours à maintenir une connexion même sexuelle ? Ça, c'est dur. Ouais. Parce que ton corps, il prend cher. Ouais. Donc, et puis, cette zone-là, elle est endommagée, tu vois. Enfin, je me rappelle du médecin qui me fait l'hystéroscopie et qui se rend compte qu'en fait, il a du mal à mettre la sonde. Et moi, je me mets à pleurer de douleur. Et il me dit, mais en fait, vous savez, c'est votre corps qui dit stop, quoi. Qui en peut plus de tout ça. Mais Jérémy s'accroche à moi. Parce qu'il y a même un moment, quand même, dans le parcours, je sais pas, je lui dis au tout début,
va faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Va, sans savoir si l'infertilité était due à moi. Mais en fait, je sais pas, j'ai ce truc de lui dire va voir une autre femme et fais des enfants avec elle, parce qu'avec moi, tu n'y arriveras pas. Mais on s'accroche à notre couple. On y croit toujours, je crois, quelque part. Donc 2019, premier transfert qui échoue. Qui donne rien. Ouais. Le J3. Donc après, il faut laisser passer. Tu laisses passer après quelques cycle. Ouais, puis on tombe sur les vacances d'été. Donc il se passe rien en août. En général, les centres PMA sont fermés en août, donc il se passe rien. Ouais. Et on recommence en septembre. Donc je fais mon transfert du J5. Ouais. Et le fond de la culotte, je suis une semaine post-transfert. Et là, j'ai des saignements rosés. Donc je rentre chez moi, je m'effondre, je pleure. Et j'appelle ma copine Stéphanie. Je suis en larmes, je suis pas bien. Là, c'est dur. Je sais pas, il est plus dur que les autres, cet échec-là. Et elle me dit, mais tu sais, c'est pas tes règles. C'est trop tôt. Donc, et elle me remet un peu dans le réel. Parce que moi, tout de suite, je suis, mais c'est mes règles et tout. Alors que mes règles sont censées arriver que 5 ou 6 jours après. Et comme je suis toujours très bien réglée, elle me dit, c'est pas tes règles. Donc, c'est un sang différent. D'ailleurs, il est très clair. Il est rosé, il est très clair. Et c'est pas abondant. C'est juste à l'essuyage, en gros, et un peu de spotting, voilà. Okay. Et donc, le matin, je vais faire ma prise de sang. Je vais au bureau après. Et en fait, j'en attends rien. Enfin, tu vois, j'attends juste, voilà, je suis cernée, j'ai pas dormi, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis triste. Et je me rappellerai toujours, je suis en réunion avec mon équipe, donc avec ton ordi en face de toi. Et là, tu vois, je vais voir sur ma boîte mail perso et je vois que le résultat est arrivé, le résultat de... Et je me dis, mais de toute façon, comme c'est négatif, je vais ouvrir le mail. Je suis déjà préparée à ça. Et j'ouvre. Et là, pour la première fois de ma vie, le taux, il n'est pas à 0. Le taux, il est à 50. Et je me rappelle très bien de ce moment parce que je suis sortie de mon corps, je pense. Tout en étant toujours en réunion ? Je suis en réunion. J'ai donc, moi, mon ordi en face ouvert avec le résultat. Et je vois tous les gens autour de moi et j'entends plus rien. Je suis plus là, en fait. Et je leur dis, excusez-moi. Je sais que je leur dis, excusez-moi. Je ferme mon ordinateur. Je sors de la réunion. Je sors du building. En pilote automatique, là. Avec mon ordinateur. Oui. Et je revérifie. Je rouvre le truc. Je vérifie que c'est bien mon nom, qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et là, j'appelle mon médecin. Et je tombe sur la secrétaire. En vrai, on n'en parle jamais des secrétaires, des médecins de PMA. Mais t'as raison. En fait, Pourtant, elles ont un rôle. Elles ont un rôle qui est crucial. Bien sûr. Et c'est elle que tu as au téléphone. C'est elle que tu as au téléphone. Et donc, la secrétaire, je lui dis, je suis pas à 0, je suis à 50. Et elle pleure avec moi au téléphone. Et elle me dit, je vais le dire au médecin, il va vous rappeler, etc. Donc, le médecin me rappelle, il me dit, bon, c'est bas, mais c'est le tout début. Normalement, on aurait dû faire la prise de sang que dans presque une semaine après. Donc, il me dit, franchement, c'est bien. Il y a une accroche, c'est bien. Donc, on refait une prise de sang dans 48 heures. La prise de sang, 48 heures après. Attends, mais déjà, pardon. Là, moi, je suis avec toi, dehors, sur le trottoir, avec ton ordi. Tu retournes bosser ? Ouais, je retourne bosser, mais alors, t'as l'impression que je me suis fait faire un lifting entre les deux, tu vois, qu'il s'est passé un truc hyper... tu partages la nouvelle ou pas ? Ah non. Mais mon équipe me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils m'ont vu effondrer le matin et je reviens. C'est comme si j'avais eu une artiste make-up qui m'avait fait un maquillage de ouf. Je reviens avec une mine, je te jure, l'avant-après n'est pas le même. Je me vois dans la glace et je me dis, c'est fou. Et donc, tu arrives à finir cette journée de boulot, je ne sais pas comment. Ouais. Et le soir, tu retrouves Jérémy. Ou tu l'as appelé entre-temps, j'imagine. Non, je ne l'ai pas appelé. Je ne veux pas lui annoncer comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je lui dis, j'ai besoin que tu rentres à la maison. J'ai besoin de te dire quelque chose. Et il rentre un peu paniqué, tu vois, parce qu'il sait que j'ai fait le transfert et tout. Il s'assoit et là, je lui montre la prise de sang. Bon, il ne réalise pas, parce que du coup... et je lui dis, mais c'est positif. Et Jérémy, il a ce truc, il me serre dans ses bras, il est heureux, mais il est aussi prudent. Il me dit, attends. On va attendre, d'accord, avant de se réjouir complètement. Et je pense qu'il a raison à ce moment-là, mais moi, je suis
Attends, toi, c'est la première fois en 9 ans que j'ai une accroche. C'est ça. C'est fou. Donc, ce sentiment de se savoir enceinte, il est incroyable. Bien sûr. Mais on est au tout début et... Absolument. C'est l'ambivalence de ces deux sentiments qui s'entrechoquent. Exactement. Et en plus, qui correspond bien à vos deux personnalités, là. Complètement. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Ok. Donc, il faut attendre, là, encore, 5 jours ? Non, 2 jours. 2 jours. Pour la prochaine prise de sang. D'accord. Donc, je fais ma prochaine prise de sang. Donc, j'ai peur, comme si j'avais passé un examen avant d'ouvrir le résultat. Mais ça double. Donc, de 50, je passe à genre 125, je crois. Okay. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Il me dit, bon, ça monte doucement, mais c'est pas mal. 48 heures après, prise de sang, 250. Donc, ça double. Donc, le médecin est toujours, c'est bien mesuré. Lui, il est comme mon mari. En fait, Jérémy et mon médecin je pense qu'ils sont très similaires. Ils sont très mesurés tous les deux. Et donc, prise de sang encore à 48 heures. Et là, je suis toujours à 250. Et donc là, j'appelle le médecin. Et en gros, il me fait comprendre que si ça ne monte pas, c'est qu'il y a une fausse couche qui est en train de se profiler. Et là, c'est hyper dur. Et là, c'est ma première fausse couche aussi, tu vois. Bah oui. Donc, je me dis, je vais faire les examens à l'hôpital. Là, je découvre le traitement de la fausse couche à l'hôpital. Tu n'es pas une priorité. Parce qu'en fait, ça peut attendre, en vrai. Donc, tu es dans la même salle d'attente que tout le monde, que ces femmes qui viennent accoucher, que voilà. Et l'interne qui me reçoit va me dire, en gros, non, mais le sac est vide, il n'y a rien. Le sac est vide. Cette phrase est atroce. Le sac est vide. Et elle me le dit, mais d'une façon hyper froide. Et je me dis, mais elle connaît pas, en fait, mon parcours. En fait, déjà, pour chaque femme, c'est horrible. Puis en plus, avec 9 ans dans les pattes, cette phrase, elle n'a pas la même signification. Non. Encore plus, ouais. Je mémorise son nom de famille et son prénom. Ah ouais. Et je me dis, si je dois revenir ici, je ne veux pas avoir affaire à elle. Et donc, là, c'est dur. Je rentre, je suis effondrée. Et en fait, il y a quand même un truc dans ma tête qui tourne en boucle et qui dit, ça s'est accroché. Mais oui, ça a marché. Ça a marché pour la première fois, donc ton corps, il n'est pas incapable. Mais oui. Il peut faire quelque chose. Et en vrai, cette phrase, je vais la prendre et je vais la garder avec moi hyper fort parce que je dois m'accrocher à ça. Je le sais, si je veux recommencer. Et je me rappelle que 2 semaines après, je crois, on reçoit l'agrément. Ah bah oui, qui courait toujours. Qui courait, qu'on n'attendait plus. Et on reçoit l'agrément. Et on lit le dossier, parce que tu lis en fait l'analyse et le bilan que d'autres font de toi, de ton couple et tout. C'est hyper émouvant. Ah là là. C'est très émouvant. Et alors, ils ont dit quoi effectivement, qu'on était un couple solide, qu'on ferait de bons parents, qu'on a une vision claire de la famille et que, ça rassure. Tu vois, on s'est pas fait des films. C'est émouvant de lire ça. C'est bien que ça arrive maintenant, ces mots-là. Oui, oui. Pas forcément l'agrément, mais ces mots-là sur votre capacité à être parent. Ouais. Avec quand même ce premier embryon qui s'est accroché, certes, très peu de temps, mais quand même, ça plus ça, il y a un truc où c'est comme si le karma était en train la roue était en train de tourner tout doucement. Ouais, à se mettre en place. Ouais. En tout cas, il y a un truc qui nous dit, vous pouvez être parent. Bah ouais, c'est ça. Là, l'univers vous envoie ce signal-là, en tout cas. Il nous envoie ce signal-là, et ça sera pas le dernier. Du coup, j'ai ce truc qui tourne. Et alors, quand on a d'un côté un agrément pour une adoption, 17 transferts de l'autre, en sachant qu'il reste 3 embryons, il nous en reste à ce moment-là un J5, un J6 4. Non, il nous en reste 4. Il nous reste 2 J6, 2 J5. D'accord. Donc 4 embryons de l'autre côté. Il nous reste la Rolls-Royce des embryons. De la 5e FIV. De la 5e FIV. Est-ce qu'il y a un arbitrage là à faire ? Est-ce que vous en parlez ? Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui dit, bon, tu sais quoi, en fait, ça, on laisse de côté là, Non. Je crois que moi, l'arbitrage, il est fait. D'accord. Vous allez au bout. On va au bout de cette FIV. Ouais, on va au bout. Et vous savez que de toute façon... On a 1 an. En gros, parce que... Ah oui, ça dure 1 an, un agrément. Non, c'est 5 ans, mais tous les ans, il faut redire que tu es motivé, etc. Il faut donner des nouvelles, en gros. Donc, on sait qu'on a du temps devant nous. On vient de l'avoir, donc on sait qu'on a du temps devant nous. Oui, et je pense que quand même, psychologiquement,
ça change un truc. Ça change un truc. Ah ouais, d'avoir cet C'est agrément. Sûr. Exactement. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne fais pas un transfert tout de suite après, parce que je pars en voyage pour le boulot, etc. Et je vais en voyage à New York, et là, je vois une amie avec qui j'ai une relation assez très bizarre, parce qu'on se connaît très peu, mais c'est très fusionnel. Ah ouais. Et en fait, elle me dit, mais tu devrais voir une voyante. Et là, je la regarde, je rigole, parce que tu vois, moi, scientifique de base, cartésienne à mort, je dis, attends, déjà, j'ai fait de l'acupuncture, tu vois, c'était... C'est mon max. C'est le max de ce que je peux faire. Je dis, ta voyante, elle me dit, non, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Une voyante là-bas à New York ou non, en France? C'est une voyante qu'elle connaît. Ouais. Elle a déjà eu affaire à elle et elle me dit, écoute, pour moi, ça a été incroyable, tout s'est passé. Tout ce qu'elle m'avait dit s'est passé. Et c'est une voyante qu'elle a vue physiquement ou c'est par téléphone? C'était par téléphone. D'accord. Donc, elle me dit, écoute, voilà le numéro, t'en fais ce que tu veux. Et en fait, je me dis, en vrai, mis à part un peu de thunes, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, je programme un rendez-vous avec cette voyante. Là, Jérém me regarde avec des yeux, genre, t'es sûre de ce que tu fais? Donc, rendez-vous téléphonique. Téléphonique. Ok. Elle te demande ta date de naissance? Elle me demande ma date de naissance. Ouais. Et elle me dit, oh là 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 là. Elle me dit, le premier truc, c'est ça. C'est oh là 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 là. Elle me dit, oh là 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 là. Elle me dit, écoutez, là, il faut que je vous dise quelque chose maintenant, tout de suite. Parce que ça ne peut pas attendre le milieu du rendez-vous. Je vois quelque chose. On est donc fin 2019. Et elle me dit, vous allez être maman fin 2020, début 2021. Et elle me dit, désolée, fallait que je vous le dise parce que je vois l'urgence de cette envie. Elle a zéro info sur toi. Elle a rien. On s'est rien dit. Elle a ton nom, ton prénom? Elle a mon prénom. Ok. Tu parles aussi à une cartésienne plus, mais qui a déjà consulté une voyante. Ah bah, j'avoue. Mais à chaque fois, je suis là genre, non mais, quand même. Là, c'est... Ok, donc elle te balance ça. Elle me balance ça. Énorme. Là, je m'effondre. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et elle me dit, et je vois que vous venez de traverser une épreuve. Donc, elle me parle de ma fausse couche, tu vois. Laissez un petit peu de temps pour vous en remettre. Mais elle me dit, mais je vois aussi qu'il n'y a pas de problème. Elle me dit, il n'y a aucun problème. Elle me dit, vous savez le problème qu'il y a? Il s'est passé dans le ventre de votre mère. Quand vous étiez bébé. Arrête, ça me fout des frissons. Elle me parle par exemple de mon père. Ouais. Et elle me dit, je vois qu'il y a un homme dans votre vie, je pense que c'est votre paternel. Et je dis oui. Elle me dit, cet homme-là, vous attendez des choses de lui, ça n'arrivera jamais. Ça a changé complètement la relation que j'avais avec mon père, où j'ai rayé, je pense, un espoir d'un truc qui arriverait jamais. C'est fou qu'elle t'ait dit ça. Donc elle me dit, ça s'est passé dans le ventre de votre mère. Et là, je commence à faire des recherches sur des infertilités qui sont en fait dues à quand on est enfant, etc., etc. Et là, je tombe sur un article qui dit, dans certains cas de conception de l'enfant, enfant illégitime, une fille qui a été désirée garçon trop longtemps, un enfant qui arrive après plusieurs fausses couches, il peut y avoir des infertilités à l'âge adulte. Et là, tu te dis, c'est incroyable quand même, c'est pas, cartésiennement, comment ça fonctionne. C'est cette fameuse mémoire cellulaire. Exactement. Du fœtus. Exactement. Qui emmagasine tout ce que sa maman traverse et vit. Donc, les recherches t'amènent sur une étude, un truc prouvé, en tout cas démontré dans certains cas. Dans certains cas, et m'amène sur une technique qui s'appelle Orius, qui est une technique de renaissance intra-utérine, qui est faite par une femme à Paris, qui est censée te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Bon, alors là, tu vois, on m'a touché. Là, ça fait beaucoup. Là, entre la voyante, le truc, je me dis, mais c'est pas possible, moi je vais... Et puis en fait... Mais j'imagine que tu te marres à moitié, t'es là. Je me marre à moitié, et en même temps, je suis prête à tout. Oui, bien sûr. Je suis prête à tout. Au point où t'en es, de toute façon, t'as plus rien à perdre, exactement. J'ai envie de te dire. En gros, il y a une personne. En France. Qui est à Paris. C'est elle qui a inventé la méthode, en fait. D'accord. Et je lui écris en janvier 2020. Entre-temps, j'ai fait
un nouveau transfert qui n'a pas marché. Et du coup, il me reste 3 embryons. Et en fait, je lui dis, je suis au bout et il faut que j'essaye tout. Et vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Et elle me répond assez vite. Et en fait, j'arrive chez elle, dans son cabinet. Et elle me dit, moi, je veux pas connaître votre histoire. C'est à moi de définir d'où vient le problème. Okay. S'il y a un problème. Oui. Elle me dit, je vais vous donner des lettres. Vous allez me donner le premier mot qui vous vient. Et elle me dit, ça peut me permettre d'avoir un diagnostic, mais ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre plusieurs séances. Donc elle me dit ça, je suis incapable de vous le dire. Elle t'inspire confiance quand tu la rencontres, là ? Ouais, tu vois, j'aime bien le fait que j'ai pas tout à lui dire, que c'est à elle de trouver, en fait. J'aime bien ce truc. Et puis, en fait, en gros, elle me dit, moi, ça a marché. 86% des femmes qui viennent me voir ont un enfant derrière. Donc première séance. Première séance, donc donner des mots, tu vas très rapidement, sans réfléchir, sur des lettres qu'elle te donne. Donc, je fais l'exercice. J'ai le mot injustice, j'ai le mot égalité, il y a le N, elle me demande, et je donne mon nom de famille. Ouais. Ce qui est assez étrange. Elle me dit ça, c'est pas un mot, mais je comprends pourquoi vous me l'avez dit. Enfin, bref. Et elle me regarde, elle me dit, bon, alors, soit je me trompe, mais elle me dit, sinon, ça va être très rapide. Elle me dit, enfant illégitime, plus. Et je lui dis, bah oui. Elle me dit, bon, bah, cherchez pas. En fait, tout votre parcours, il est là, il ressort sur ces 7 lettres que vous m'avez données. Vous m'avez parlé d'égalité, de légitimité. En fait, j'avais donné, sans m'en rendre compte, plein de mots qui en fait fait référence à mon statut d'enfant non reconnu, né de père inconnu. C'est ça qui a marqué sur ton livret de famille ? Ouais. Né de père inconnu. Ah oui, il ne vous a pas... Il ne nous a pas reconnus. Et donc, elle me dit, vous ne pouvez pas devenir mère alors que vous n'avez pas été enfant. Elle prononce des mots hyper forts. Et là, je me dis tout ça pour ça. Enfin, tu vois, Donc, elle me dit, on va vous faire renaître. On va rétropédaler les 9 mois dans le ventre de votre mère et on va vous donner la légitimité dont vous avez besoin pour exister et pour devenir maman. Wow. Et là, je me laisse un peu guider parce qu'en fait, j'ai une partie de moi qui dit, non, attends, c'est quoi ce délire ? Et l'autre partie qui dit, en fait, elle a raison pour l'instant sur toute la ligne. Et donc, l'expérience de renaissance, rebirth, The rebirth, birth experience, en gros, comment ça se passe ? Avant la séance, elle prend une photo de toi, de ton visage. Ouais. Elle met un bol d'eau, tu sais, un bol tibétain, là, sous ton menton. Il se passe rien. Bon, l'eau, elle reste flat. Je dis, OK. Et elle me dit, vous allez vous allonger sur le canapé et puis on va commencer. Et là, elle te met dans un état d'hypnose. Donc, effectivement, il faut avoir les chakras ouverts, il faut être hyper réceptif et tout. Et puis, elle te fait rétro-pédaler. Mais tu vois, je serais même incapable de te dire ce qu'elle me redit. Mais elle te fait vivre le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, etc., etc. Jusqu'au 9e mois. Et elle te dit des choses. Vous êtes aimé, etc. Je pense qu'elle me dit, vous êtes désiré. Elle me dit des choses comme ça. Ça doit durer 2 heures en tout. Et donc, le 9e mois arrive, je nais. T'es toujours sur le canapé en position fétale. Ouais. Et donc, elle te sort de cet état d'hypnose. Ouais. Et elle te regarde. Et elle dit, il y a encore quelque chose. Donc là, elle me prend dans ses bras. Elle me fait balancer d'un côté à un autre, etc. Donc, je me laisse un peu aller. Et puis, je sais pas, ça dure encore un quart d'heure, une demi-heure. Et elle me regarde, elle me dit, c'est bon. Et elle reprend une photo de moi. Elle me montre les 2 photos. Et en fait, je suis pas la même personne. Il s'est passé un truc. C'est-à-dire ? J'ai une lumière dans les yeux que j'avais plus. J'ai l'air détendue. Et je me sens différente. Et elle me le montre, en fait. Tu vois, elle me montre le truc. Elle te remet le bol ? Elle me remet le bol et là, l'eau bout. Enfin, l'eau se met à frémir. Non. Alors, Sandy, jusque-là, tu me croyais bien, ok, d'accord, le glow, la photo, machin. L'eau qui frémit dans le bol tibétain. Et tu sais, je me dis, c'est quoi ce bol ? Elle a mis la bouilloire à chauffer. Elle a mis... Même pas, il n'y a pas de chaleur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et elle prend le bol, donc elle pose le bol. Donc on est en février 2020. Et elle me dit, vous revenez me voir en juin quand vous serez enceinte. Oh là 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 là. Carrément, elle prend date. Elle prend date. Et puis moi, je suis tombée enceinte en juin 2020. Oh, putain. Pas naturellement, hein. Oui. Mais quand même. Mais quand même.
c'est délirant. Donc, tu es tombée enceinte finalement avec le combienième embryon? Là, on décide donc Covid. Bah oui, on est en mars 2020. Février 2020, mars 2020, Ouais. Fermeture des centres PMA. Eh ouais. Oh là là. Dur pour Dur. beaucoup de femmes. Ouais. Moi, je m'approche de mes 39 ans. Ouais. Donc, mine de rien, je me rapproche de la date fatidique des 43 ans, peu ou prou. Et ce qui s'est passé aussi, et j'en ai pas parlé, mais c'est un moment important de ma vie, je pense, c'est que mon frère a un bébé. En janvier 2020. Maël. Et Maël, il va jouer un rôle important, je pense, dans tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, en février 2020, leur maison n'est pas prête pour accueillir le bébé. Ils viennent vivre chez nous pour 2 semaines normalement. Et en fait, ils vont rester la durée entière du confinement. Ah, donc vous vivez en fait presque le postpartum de ta belle-sœur et de ton frère avec eux. Avec eux. Et ce bébé, du coup, fait partie intégrante de notre vie dès le premier jour. Oui, et toi, t'as jamais été aussi proche d'un si petit bébé? Non. Okay. Et avec lui, il se passe un truc. Tu t'en occupes beaucoup? Je m'en occupe beaucoup. Ouais. Je le prends en porte-bébé pendant mes réunions. Enfin, tu vois, vraiment, je suis avec lui, quoi. Je vis avec lui. Et il te fait du bien? Il me fait beaucoup de bien. Il me fait beaucoup de bien, ce bébé. Bah oui, tu m'étonnes. Et ton frère te laisse cette place-là? Mon frère et ma belle-sœur. Et je pense qu'elle, ça lui fait du bien parce qu'elle a fait de l'hyperémèse gravidique, tu sais, pendant sa grossesse. Donc, elle est épuisée. Et du coup, au final, ce postpartum avec nous, il est plutôt salvateur. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et en fait, on sait qu'on va partir à Amsterdam, vivre à Amsterdam avec Jérémy en juillet 2020. Et quand au premier déconfinement, j'ai rendez-vous avec mon médecin, je lui dis on refait un transfert. T'étais bourrée d'ocytocine en plus, je pense. Je pense que il y avait cette hormone de l'attachement qui était là. Qui se déclenche quand on accouche, mais qui là, je pense, a été aussi réveillée par le contact avec ce nourrisson. Mon frère dit toujours que Maël a sûrement joué un rôle dans ma maternité. Je pense qu'il a raison. Je sais pas au final entre la voyante, la thérapie, le truc, mais lui, il a... Et d'ailleurs, j'en parle dans mon journal parce que je dis Maël, qui du haut de ses 7 mois, peut-être a joué ce rôle tellement fondateur de faire de moi en fait une maman. Donc si tu veux, quand je fais le transfert au mois de juin, je suis dans un état d'esprit où je suis pas épuisée. J'ai pas le boulot, il s'est un peu ralenti de façon assez naturelle. Premier confinement, voilà, ça a impacté tout le monde. J'ai vécu avec Maël, je me suis libérée de choses probablement. Et puis pour la première fois, je me dis, une fois le transfert fait, je me dis, là je suis enceinte. Je suis enceinte jusqu'à preuve du contraire, mais je suis enceinte. 12 jours après, je vais faire ma prise de sang. Là, il n'y a pas de... Dans la culotte, là, il n'y a rien. J'ai pas de saignement, j'ai rien. J'arrive donc pour faire ma prise de sang le matin et la dame du labo me regarde et me dit « Je vais le faire passer en urgence pour que vous ayez les résultats rapidement. » C'est toujours le même labo où tu vas? Ah ouais, donc elles te connaissent par cœur. Elle me connaît par cœur. Ouais. Et elle me dit « Vous savez, c'est bon là, je sens. » C'est hyper bizarre, tu vois. Alors qu'elle t'avait jamais dit ça avant? Non, jamais. Et donc je rentre chez moi. La journée se passe, la demi-journée qui paraît être 3 jours. À elle toute seule? T'attends, tu refreshes ta boîte mail toutes les 2 secondes parce que t'attends ce résultat. Sûr. Et le résultat arrive. Et je l'ouvre toute seule parce que, je sais pas, j'ai l'impatience. Je sais que Jérémy va bientôt rentrer, mais en fait, Jérémy, il est parti chez l'ostéo et le résultat arrive quand il est chez l'ostéo. Et là, j'ouvre. Et là, je vois, et ces chiffres resteront à jamais gravés, 413. 413. C'est pas 50. Et là, je dis, putain, c'est pas 50, c'est pas 0, c'est 413. C'est magnifique. C'est un chiffre magnifique. Ouais. Et là, j'attends derrière la porte que j'ai avec mon œil de bœuf et je suis petite, donc je suis sur la pointe des pieds et tout. Et j'attends que Jérémy soit au bout du couloir. Oh là là. Et dès que je le vois, j'ouvre la porte et là, je me mets dans ses bras. Il dit, c'est bon? Et je dis oui. Alors, il me serre, il est content. Puis après, il me dit oui, mais non, 413. 413. Ce qui t'empêche pas d'avoir une fausse couche, je préfère le dire, mais... Bien entendu. Mais c'est un bon début, en tout cas. C'est un très bon début. En fanfare. En fanfare. Ok, donc...
23 juin Après 2020. 23 juin 2020. Et donc là, tous les 2-3 jours, tu retournes faire des prises de sang. Ouais. Et là, elle double pas, elle triple. Tu vois, là, c'est... Chaque moment d'ouverture est tendu, mais ça double. Et là, je sais pas, la fausse couche, c'est pas dans ma tête, en fait. Et du coup, je me dis, il reste l'écho pour te dire s'il y a quelque chose dans le sac. Bah oui. Quelques semaines après, je perds du sang dans la nuit et je me dis, bon, bah ça y est, c'est foutu. On part aux urgences. Et là, donc, aux mêmes urgences où j'avais été pour ma première fausse couche. Et je dis tout de suite, parce que tu sais, ils te prennent, ils te font une prise de sang et tout. Je dis, si cette interne-là est là, je ne veux pas la voir. Est-ce que tu as gardé le nom et le prénom? J'ai gardé le nom et moi, je ne veux pas la voir. Il me dit, oui, elle est là. Je dis, je veux quelqu'un d'autre. Donc là, il me dit, ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Et donc, on arrive dans la salle. Je tombe effectivement sur une interne beaucoup plus prévenante qui voit que je suis pas bien du tout, que je suis fébrile, que voilà, j'ai déjà, moi, le scénario, c'est écrit, il est fait et tout. T'es à combien de semaines, là? 2, 3, 6. Enfin, tu sais, en SA, je suis à 6,6 plus quelque chose, tu vois. Ok. Et donc, on fait l'écho. Et là, je m'en rappellerai toujours, parce qu'elle me dit, il y a un petit cœur qui bat. Et là, avec Jérémy, en plus, moi, je suis sur un siège et il est au bout du siège. Et j'ai eu qu'une envie, c'est de lui sauter dans les bras. Mais là, je pleure. Toutes les larmes de mon corps, j'ai comme si... Et tu l'entends, ce cœur? Elle te le fait entendre? Ouais, elle me le fait écouter. Elle me dit, tout va bien. Vous avez juste un petit hématome, ça qui a saigné. Elle me dit, tout va bien. Oh là là. Donc, et tu vois quelque chose à l'écran? Je le vois, elle est là. Enfin, je dis elle, mais il est là. Cet embryon, il y a un cœur qui bat, il est vivant. Tu vois, c'est la première fois que je vois tu vois ces images-là et que tu entends ce son-là. Ouais. 10 ans après la première PMA. Exactement. Oh là 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 là. Normalement, mon écho officiel devait être peut-être 4 jours après, tu vois. Ok. Je vais chez mon médecin, mais un petit peu rassurée, et je lui explique que j'ai fait l'enseignement et tout. On fait une écho et tout va bien. Tout va bien. Donc ça, c'est l'écho de datation. C'est l'écho de datation. Tu es retournée voir Madame Rebirth? Non, j'ai pas eu le temps parce que je suis partie à Amsterdam le 20 juillet. J'ai pris le train. Et tu es partie bien enceinte? Je suis partie enceinte de 8 semaines. Et tu passes brillamment les 10 semaines. Les 12, les 13. Donc là, tu as 39 ans, tu vis dans un nouveau pays, une nouvelle ville, Amsterdam, où tu bosses toujours pour la même boîte, mais du coup, t'es mutée Europe. Et t'es enceinte, quoi. Je suis enceinte. On est sur un nouveau chapitre total. Et ça te stressait pas de vivre cette première grossesse tant attendue, tellement précieuse à l'étranger? Bon, même si les Pays-Bas, ils ont un J'ai système checké quand génial. même le taux de mortalité infantile en arrivant, qui était le même qu'en France. Donc je me suis dit, bon, a priori, ça va. Le système est très différent, mais j'ai aimé parce que, au final, moi qui étais issue d'un parcours médical très lourd, là-bas, t'arrives, c'est peace. T'as 39 ans, il n'y a pas de problème, t'es pas une grossesse tardive ou gériatrique ou quoi que ce soit, tu es parfaitement normale. Et en fait, j'aime que ce parcours-là, au final, la grossesse soit beaucoup plus légère. Oui, complètement décorrélé de tout le reste. C'est comme si tu laissais les 10 ans là, pas médical du tout. Voilà. Tu fais pas tes tests de diabète, tu fais pas tes tests pour la toxo. Non, ils partent du principe que si tu fais attention à ce que tu manges, si tu manipules pas les crottes de ton chat ou quoi, c'est OK. D'accord. Donc en fait, tout est plutôt peace. Ah ouais, donc ça a dû sacrément te changer. Ouais. Mais ça t'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Donc cette grossesse démarre là-bas. Mais démarre bien. Se passe ultra bien. Ok. Je suis enceinte comme j'ai jamais été. Je suis d'ailleurs frustrée parce que j'ai une grossesse plutôt d'hiver. Alors que j'aimerais me balader en maillot de bain, presque à poil. Oui, montrer ce ventre. Et là, il fait froid, donc je suis obligée de le cacher et tout, mais ça se passe ultra bien. Ouais. J'ai aucun
problème. Aucun mot de grossesse. Aucun mot de grossesse. Ouais. Enfin, si, un peu de nausée au début. Mais en vrai, je suis heureuse. Je m'en fiche, tu vois. Tu m'étonnes. Mais ça se passe ultra bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merveilleux. Et alors, est-ce que tu as envisagé l'accouchement à domicile comme toutes les néerlandaises ? Franchement, je sais pas. J'avais un truc qui était, en fait, si j'ai pas le choix, je le ferais. Mais il s'avère que ma fille est arrivée au bout de 42 semaines. Donc elle avait pas du tout envie de sortir. Mais en fait, j'avais surtout pas envie qu'elle sorte. Et toi, t'avais pas envie qu'elle sorte, donc, évidemment. Quand j'ai commencé à avoir des contractions, tu sais, on te dit toutes les 5 minutes, tu appelles en fait ta sage-femme, elle vient chez toi et elle te contrôle. Elle contrôle ton col et tout. Donc elle vient. J'étais à 1. Ouais. Ça faisait 2 heures que je douillais. Bon, et puis elle revient 3 heures après. J'étais toujours à 1. Et puis 3 heures après, j'étais toujours à 1. Donc ça, c'était dans l'idée d'accoucher chez toi ? Non, parce que tu commences ton travail et tu vas à l'hôpital qu'à 5-6. Que quand tu es à 5-6. Surtout si tu veux la péridurale qui n'est pas très pratiquée en fait aux Pays-Bas. Et oui. Ah, donc la sage-femme vient chez toi, elle fait les allers-retours. Toutes les 3 heures, etc. Et au bout de 24 heures, où j'avais quand même toujours des contractions, mais des contractions qui ne faisaient rien avancer. Elle me dit, là, je pense qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, que vous vous reposiez, oui. Et qu'on puisse vous permettre de dormir un peu avant le truc. Et donc, j'arrive à l'hôpital. Donc là, je suis dans une énorme chambre. Il y a le prénom de ma fille écrit sur un grand tableau quand j'arrive, et c'est hyper émouvant. Ah ouais. Parce que ça devient concret, tu vois. Bien sûr. Tu te dis, waouh. Je dors 2 heures, et au bout des 2 heures, j'ai dilaté de 3 cm, 4 cm. Donc, dès que je n'étais pas consciente, mon corps, il travaillait. Oui. Et puis alors, j'ai repris conscience, et puis du coup, j'ai été bloquée à 4 cm pendant quelques heures. En tout, cet accouchement a duré 46 heures. Ah, tout de même. Tout de même. Mais t'as fini par la sortir par voie basse ? Ouais. Et enfin, Zélie est arrivée. Finalement, donc à quelle date ? Le 9 mars. Le 9 mars 2021. Comme l'avait prédit. Mais oui. La voyante. Elle avait dit fin 2020, début 2021. Et là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable, en fait. Je ne sais même pas décrire. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu cette connexion avec ma fille. Et ce qui s'est passé et que j'attendais pas, c'est qu'à chaque fois que je voyais Jérémy, je me mettais à pleurer. Ah ouais. Les 2 premières semaines, dès que je le voyais, et alors qu'en plus, si je le voyais avec sa fille, je me mettais à pleurer. Et je me disais, mais qu'est-ce que je t'aime. Enfin, je sais pas. Comme si je me rendais compte de tout ce qui avait été fait pour qu'on ait ce bébé. Et c'était aussi grâce à lui. J'étais amoureuse, mais puissance 10 de mon mari, tu vois. De le voir devenir papa, là, c'était... C'était fou. Ça t'a fait exploser le cœur, quoi. Exactement. Ah là là, c'est trop beau. Et donc, tu l'as collé au sein, Zélie ? Tu voulais l'allaiter ou pas ? Je l'ai collé au sein. Je voulais essayer, en tout cas. Il s'avère que j'ai pas kiffé. Ouais. Dès que je mettais Zélie au sein, en fait, ça me plongeait dans un espèce de désespoir intense. Je pleurais, j'étais triste, et je l'enlevais du sein et tout était parti. Ah ouais. J'ai essayé 3 semaines, 4 semaines, et en fait, 6 semaines, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai dû arrêter mon allaitement du jour au lendemain. Ma jambe s'est mise à gonfler. Oula. Ma jambe gauche. J'étais très contente ce jour-là. Je rentrais dans un jean, tu vois, d'avant-grossesse. 6 semaines après, je me dis cool. Bon. Et en fait, au bout de 2 heures, je trouve le jean me sert plus une jambe que l'autre. Donc, j'enlève, je remets un pantalon, etc. Et assez vite, je me rends compte que j'ai des difficultés à marcher. J'ai mal dans la fesse. Et donc, mes voisins qui sont médecins, je vais les voir. Et en fait, elles mesurent ma jambe. Et là, ma jambe avait pris 10 cm en circonférence. Je vais aux urgences. Là, ils voient rien. Ils font un Doppler, ils voient rien. Ils disent, c'est peut-être une sciatique qui s'est inflammée. Et en fait, je m'endors. Et le lendemain matin, ma jambe, elle est violette. Presque, elle me porte pas, tu vois. Oh là là. Donc là, j'appelle mon médecin généraliste qui me dit, vous allez tout de suite aux urgences. Ah, là, ça va très vite. Tu vas aux urgences. Les Néerlandais, en gros, te font comprendre que c'est hyper grave, que j'ai un caillot de 25 cm dans la cuisse. 25 cm ? Oui, puis en plus, je suis pas très grande. T'as vu la taille de ma cuisse ? Ouais. Il est énorme. Qu'ils comprennent pas comment ils l'ont pas vu la veille. En gros, ils me font comprendre que mon corps peut saigner ailleurs parce que je suis en postpartum et qu'il y a un caillot qui peut se décrocher. Et ils me disent que ça peut être terminé. Vous pouvez mourir. Donc, je suis dans la salle qui m'amène à l'opération et j'écris
mon testament à Jérém. Je lui dis, il faut que tu contactes ces gens-là dans l'entreprise qui vont t'aider à te rapatrier en France. Je lui dis, j'aimerais bien que la marraine de notre fille, ce soit telle personne, que le parrain soit telle personne. Je lui dis des trucs très bizarres, tu vois. Parce que tu penses que tu vas y rester. Parce qu'ils me font comprendre en tout cas, tu l'envisages. Ouais. Et donc, ils m'endorment, ils m'opèrent, je me réveille. Donc, Spoiler. Je suis là, je me réveille. Et ils ont réussi à enlever le caillot ? Non, ils ont mis un cathéter à l'intérieur de ma jambe qui permet de détruire ce caillot petit à petit. Mais en fait, ils me font comprendre que je vais devoir rester 1 semaine à l'hôpital sans voir mon bébé. Aïe, aïe, aïe. Le premier jour, il me dit ça. La première nuit, je fais une crise d'angoisse. Mon cœur monte à 130. Là, ils me disent, en fait, ça, c'est le pire qui peut arriver. C'est ne paniquez pas parce que votre caillot peut se décrocher. Il y a un bout qui peut se décrocher et tout. Donc, elle va venir tous les jours. Vous aurez le droit à 1 heure. On fera sortir toutes les autres personnes de la salle. Et votre bébé viendra. D'accord. Et donc, tous les jours, Jérém est venu me voir avec Zélie. Qui avait quoi, 3 semaines, 1 mois ? 6 semaines. 6 semaines. Et moi, mon allaitement s'est arrêté du jour au lendemain sans rien. Et donc un postpartum marqué par cet épisode quand même très angoissant. Et donc t'es rentrée chez toi au bout d'1 semaine ? Au bout d'1 semaine, ouais. Et là, t'as pu reprendre une vie normale Alors avec béquille, les premiers temps, mais oui, j'ai repris une vie normale. J'ai eu beaucoup de séquelles quand même à la marche, de douleur pendant quasiment 3 ans. Ah ouais. Tu vois, encore aujourd'hui, si je monte des escaliers et si j'ai pas mes chaussettes de contention, j'ai mal. Mais voilà. On a découvert qu'au final, j'avais une malformation à l'intersection d'une veine et d'une artère qui sont proches de l'utérus et qu'en fait, en gonflant mon utérus, ça a écrasé encore plus cette veine et là, quasiment complètement bouchée. Ah oui, donc c'est dû à la grossesse ? Ouais, c'est la grossesse en tout cas qui a accéléré le processus. Ouais, accéléré, c'est ça. Et en gros, ils me font comprendre que avoir un deuxième enfant, c'était mettre ma vie en danger. Donc ils me disent, il ne faut pas que vous ayez de deuxième enfant. Bien sûr. Et comme tu es très obéissante... Je ne les ai pas écoutés. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, il va se passer qu'au premier rapport, 6 mois après la naissance de Zélie, je tombe enceinte. Incroyable. Naturellement. Naturellement. Après combien de transferts, et après 10 ans d'errance et on est au 21e, 22e transfert. Et là, alors que tu as eu cette grossesse, tu retombes enceinte à 40 ans, naturellement. Ouais. Non mais... Et là, comment tu as une explication à ça ? Je pense qu'il y a... les portes sont ouvertes, tu vois. Le trauma, il est terminé. C'est fou quand même. Mais vous avez dû être sous le choc. Moi, j'étais sous le choc. Et Jérémy aussi, mais je me dis, mais en plus, je ne sais pas si j'en voulais maintenant. Tu vois. Oui. Il y a cette ambiguïté, cette ambivalence de se dire, mais... trop cool, en même temps, putain, pas cool, quoi. Enfin, c'est très bizarre. T'avais un peu envie de profiter de ta fille. Ouais. En fait, je culpabilisais beaucoup vis-à-vis de Zélie. Je me dis, je peux pas lui faire ça. Et donc... vous décidez quand même de garder l'enfant. Ouais. Et en fait, à 9 semaines, je fais une fausse couche. D'accord. Naturelle. Et je vais, du coup, perdre ce bébé. C'est dur, mais en même temps, Zélie est là. Donc, en fait, elle me tient... Enfin, voilà, je suis hyper bien. Je suis avec elle et je suis bien. Et là, vous décidez quoi ? Que tu reprennes quand même une contraception ? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je reprends une contraception. Donc, vous laissez venir, en fait. On laisse venir. Puisque vous étiez prêt à accepter ce bébé-là. Exactement. Ok. Et donc, on rentre en France en 2022. Ok. Et en fait, 2022, année blanche. Il se passe rien. Ouais. Je tombe pas enceinte. Je fais un transfert de mémoire qui marche pas. Ah oui, quand même, vous faites un transfert. Et parce que là, c'est le bon moment. Exactement, mais ça marche pas. 2023, je retombe enceinte. Naturellement, en juin. Et je vais faire une fausse couche 8 semaines après. D'accord, donc rebelote. Rebelote, là, pour le coup, curetage, etc. Novembre, je retombe enceinte, naturellement. Et pareil, à 9 semaines. Aïe. Ah ouais, à chaque fois, c'est... Ouais, à chaque fois, ça date un peu fatidique. 8-9 semaines, t'as déjà bien le temps de te mettre dedans. Hein. Exactement. Bon, et toi, t'accuses le coup à chaque fois J'accuse le coup, et là, j'ai presque peur de retomber enceinte. Je veux plus, en fait. J'en suis à ma 5e grossesse. Enfin, tu vois, je sais plus. Oui, c'est ça. J'ai 4 fausses couches. J'ai qu'un bébé. Et du coup, je décide de faire en sorte qu'on ne retombe pas enceinte naturellement. J'arrive sur mes 40 ans.
Et j'ai donc ce dernier embryon qui nous attend, le J6. Bah oui. Et donc, pour la petite histoire, en fait, Zélie est un J6. Et donc, c'est notre deuxième J6. Oui. Donc, moi, j'y crois vachement. Enfin, j'y crois vachement. En tout cas, je me dis, c'est Oui, notre oui. dernier embryon. Et après ça, on s'arrête. De toute façon, Donc, c'est le der des der. C'est la dernière. Et quoi qu'il arrive, je serai soulagée, je pense, que ça s'arrête. De ces 14 ans de parcours. Oui, tu t'étais résignée à n'avoir qu'un seul enfant. Ouais, je m'étais dit, elle est super. J'étais comblée avec elle. Je décide de le faire en avril 2024. 2024. Qui est une période hyper chargée niveau boulot, parce qu'à ce moment-là, je vais avoir un gros événement sur lequel je te rencontre. Mais oui. Et en fait, je fais ce dernier transfert le 20 avril 2024. Et c'est là qu'on se croise 4 jours après. Et je te glisse dans l'oreille, et je me rappelle, j'ai cette photo. Je sais pas pourquoi je te le dis à toi, personne n'est au courant, même dans mes amis, etc. Ce moment, tu sais qu'il est important. Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie. Je raconte ? Ouais, vas-y. Donc, on est à cet événement où c'est blindé de monde, que moi, en plus, c'est un univers, c'est ton univers à toi. Moi, c'est pas du tout le mien. Moi, je te connais pas, tu m'impressionnes vachement. T'es quand même la meuf responsable du gros projet sur lequel j'ai la chance d'être vraiment un peu une incruste, parce que c'est pas mon métier a priori, mais j'étais très heureuse d'en faire partie. Et effectivement, tu me dis, allez, on fait une photo toutes les deux. Et là, donc, on pose, tu me prends par le cou. Et au moment où la personne va pour faire la photo, tu me dis, j'ai fait un transfert. C'est mon dernier embryon. Et t'es la seule au courant. En sachant que tu m'avais dit que c'était hyper compliqué, que tu avais eu un long parcours, tu m'avais offert ton livre, Le fond de la culotte. Et donc, je savais à quel point c'était un sujet. Et là, tu me dis ça. J'ai fait un transfert il y a 4 jours. Et je crois que cette photo vraiment, il y a ton visage. Du coup, il y a toute la surprise de cette annonce où je suis là genre... Quoi ? C'est incroyable. Et même si on se connaissait que très peu, il y avait un truc de connexion. Je sais pas, je voulais te le dire, comme si t'as besoin en fait de le dire aux gens, mais t'as tellement usé aussi ton entourage, tu vois. Et donc je fais ce transfert le 20 avril et prise de sang. Et là, pareil, 400 et quelques, je crois. Oh là là. Donc, là, par contre, je suis beaucoup plus mesurée parce que j'ai fait 2 fausses couches avant où les taux avaient bien doublé, où j'avais des super taux et tout. Donc, en gros, je me dis, tant qu'il n'y a pas d'écho, bah, en fait, on se réjouit pas trop, tu vois. Et je fais l'écho le 20 mai. Le 20 mai, donc un mois après. Tu fais ta première écho. Ouais. Et il y a un petit truc. Il y a un petit truc, il y a un petit cœur qui bat. Il y avait un embryon, un cœur qui bat. Ouais. Et Abel était là, quoi. Et Abel bien accroché, déjà. Bien accroché. Et pareil que sa sœur, il est resté bien longtemps. Ouais, c'est vrai. Une aussi belle grossesse que pour Zélie ? Un peu plus dure parce que j'étais beaucoup plus suivie à cause de ma jambe. Ah oui, bien très sûr. médicalisée pour le coup. Oui, alors du coup, il fallait surveiller à fond. Je faisais des Dopplers, je me suis piquée du coup toute ma grossesse avec je sais plus ce produit-là, mais en gros pour empêcher que ça coagule, quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez fou, c'est que mon corps a créé un nouveau réseau sanguin. Ma veine étant bouchée, mon corps, pour subvenir aux besoins de la grossesse, etc., a développé. Et mon angiologue, il était bluffé. Il me dit, mais ton corps, il réagit mais incroyablement. Enfin, il a fait un réseau parallèle. Il a fait un réseau parallèle qui prenait en charge le même volume sanguin. Un itinéraire bis. Et en fait, bizarrement, les douleurs que j'avais à la jambe depuis 3 ans ont disparu, parce que du coup, j'avais un bon réseau sanguin par ailleurs. Qui est resté d'ailleurs. Et le seul souci de ce réseau sanguin, c'était qu'il fallait pas de césarienne, puisque ça passait à l'endroit où, normalement, la césarienne doit être faite. Donc, mon médecin était un peu angoissé par ça. Il m'avait dit voie basse, voie bassin. Ouais, je lui ai dit non, on fera pas de césarienne. Non. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ultra bien passé. Mon Dieu. Un accouchement plus rapide, peut-être ? Ouais, 12 heures. Donc, pour moi, c'était pas une lettre à la poste, tu vois. Et donc, tu as eu ce deuxième bébé, là, cette année. Cette année, le 2025. Ouais. Tout début d'année 2025, l'année de tes 44 ans. Ouais, 44 ans. Mes 43 ans révolus.
Mais oui. Dans l'histoire. Parce qu'en fait, il y avait aussi cette urgence d'utiliser ce dernier embryon avant mes 43 ans révolus. Qui était donc fin août ? Qui était exactement fin août. Ouais. T'es tombée enceinte en mai. En mai, il te restait, putain. Ouais. Il te restait 3 mois. Ouais. Sur un parcours de 14 ans, tu te dis c'est rien. T'as vraiment été au bout du bout. Au bout du truc. Mon Dieu. Et ça, en fait, cet enfant, il est arrivé pour une raison. Parce que j'ai perdu ma maman juste après sa naissance. Soudainement. Et en fait, il m'a fait beaucoup de bien. Lui, il m'a emmené vers la vie et il a les yeux de ma mère. C'est vrai. Les yeux verts de ma mère. Incroyable. Et ça, c'est fou. Je me dis qu'elle nous a laissé quelque chose, en fait. La seule personne qui avait les yeux verts dans mon entourage, c'était ma mère, quoi. C'est son héritage. C'est son héritage. Ouais. Quand tu les regardes, là, tes 2 enfants, et après avoir redéroulé tout ça, là, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis que j'ai bien fait d'aller au bout, de persévérer, de me faire aussi des moments de pause quand j'en avais besoin, mais surtout de ne pas lâcher ce projet. Parce que ils nous rendent tellement heureux au quotidien. Et surtout, en fait, je me dis chaque jour que je ne sais pas comment je faisais avant d'avoir des enfants. C'est impossible. Tu vois, et je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Et bizarrement, et ça, c'est mon côté un peu de voir les choses toujours sur le verre à moitié plein, je me dis, je suis probablement une meilleure maman à 40 ans que je l'aurais peut-être été à 30 ans, où j'aurais peut-être eu plus de mal de faire une séparation boulot, vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, je sais que je n'aurais pas été sûrement comme ça et que je suis là pour mes enfants, tu vois. Est-ce que dans ta vie pro ou ta vie perso, tu as continué à rencontrer des femmes ou des hommes qui se retrouvaient confrontés à des problèmes d'infertilité ? Est-ce que y avait une connexion et une sorte de transmission de ton histoire ? Tu vois, ce qui, moi, m'avait manqué, c'était de me dire, mais en fait, où sont les femmes pour qui ça a réussi ? À l'époque. Parce qu'en fait, une fois que ça a marché, on oublie, en fait, t'oublies t'étais en plein dans ton postpartum, puis après, ça va vite, quoi. C'est vrai que ça va vite, et t'oublies ta PMA, presque. Elle laisse des traces, hein. Mais t'es passé à autre chose. Et en fait, je m'étais toujours dit, c'est pas que je veux pas passer à autre chose, mais je veux pas oublier comment mes enfants sont nés. Et au final, ils étaient frères et sœurs avant même, tu vois, parce que les J6 ont été conservés en même temps, au même endroit. C'est ça, des fois, qui est fou de me dire, en fait, ils sont nés tous les deux en 2018, mais ils sont véritablement nés à 4 ans d'écart. C'est dingue, enfin, ça. Tu vois, dans l'histoire, et genre, limite même, concrètement, ils étaient tous les deux côte à côte dans le labo, quoi. Dans la boîte, tu vois. Dans les petites paillettes. Et ça aurait pu être J6, ça aurait pu être Abel d'abord. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est assez fou de se dire ça. Bon, bref. Je suis d'accord. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, je veux pas oublier et du coup, c'est important de continuer à en parler. Donc, j'ai la chance d'être dans une entreprise où on donne la parole aux employés, surtout sur des sujets comme ça, surtout quand, en fait, le lien final entre ce que tu traverses et ta vie pro, il est quand même intimement lié, tu vois. Forcément. Et moi, d'entendre des femmes qui s'auto-censurent de leur carrière, de leur parcours, qui acceptent d'être dans des jobs dans lesquels elles sont pas bien parce qu'elles sont dans des parcours de PMA, ça me rend triste, en fait. Donc, effectivement, je suis assez vocale sur le sujet, même dans mon entreprise. Tu te mobilises, et là, on vient de faire une table ronde autour de la PMA il y a 2 jours, et c'était génial. Il y avait plus de 200 personnes. Wow. Et j'ai eu plein de messages par la suite. Oh là là, de femmes qui sentent, en fait, qu'elles peuvent me parler. Et ça c'est important. Je me sens utile. Et toi, tu te sens utile et tu deviens la personne qui t'a manqué. Ouais, exactement. Même si tu avais des managers bienveillants, mais c'est pas pareil, une femme qui est passée par là et qui peut te transmettre les détails. Et puis un parcours long, parce que des fois, tu rencontres des gens, mais ça marche au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Et en fait, quand toi, ça fait 5 ans que t'es dans le truc, t'es dans le jus et tout, d'entendre que ça peut marcher à la dernière minute. Mais oui. De last dance, quoi. T'as un peu ce truc de... Ah, en fait, putain, faut s'accrocher. C'est ça. Ça vaut le coup de s'accrocher. Comme ces 2 petits embryons se sont accrochés. Exactement. Merci infiniment, Sandy, de m'avoir redéroulé tout ça. Je t'ai fait replonger dans des souvenirs lointains, mais à la fois, on les sent encore très clairs, très précis. Ouais. Et bon, comme tu disais, la PMA, elle s'oublie pas, en fait. Enfin, même si
peut-être en façade, elle s'oublie, elle t'habite surtout sur 10 ans de PMA, c'est inouï, quoi. Et puis en vrai, elle reste là parce que ma fille, je commence à lui expliquer un petit peu qu'elle avait été très, très attendue. Donc des fois, elle le dit, mais dis-moi, je me souviens, je voulais pas sortir du ventre de maman. C'est hyper drôle. Mais surtout, je veux qu'ils sachent à quel point ils ont été voulus. On ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est certain. Mais écoute, peut-être quand ils seront plus grands, ils pourront écouter cet épisode et comprendre tout le chemin que leurs parents ont traversé pour arriver jusqu'à eux. En tout cas, je te souhaite le meilleur, le plus beau des bonheurs avec Jérémy, Zélie et Abel qu'on embrasse. Puis, qu'est-ce qu'il me reste à te souhaiter, Sandy ? Juste une belle vie. Juste une belle vie. Et c'est déjà énorme et elle est déjà très belle, donc que ça continue comme ça. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore infiniment à Sandy pour son témoignage qui prouve qu'il ne faut jamais perdre espoir. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Marine Rowe au montage avec Claire Sarfati, Océane Timothée Aubanis au mixage, Fanny Tournel au casting et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous le savez, on a 2 autres podcasts que vous pouvez écouter, binger, partager autour de vous et auxquels vous pouvez vous abonner sans plus attendre. Hot Stories pour des histoires croustillantes et Women Stories pour des récits de femmes inspirantes. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, YouTube et TikTok et à nous laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré, ça nous aide toujours beaucoup. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.